Hello! Salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue à vous! Bienvenue à vous chez moi, bienvenue sur la chaîne Twitch Juliana et Julien. Salut tout le monde! C'est lundi, nouvelle semaine qui commence. En plus, il y a du soleil là, ça fait plaisir. Il fait beau, il fait chaud. C'est enfin l'été. On est content. Ça va tout le monde? Merci Dali qui s'est réabonné. Merci à toi pour ton 29e mois. Merci également à Mélanie. Salut Mélanie. Merci pour ton 39e mois d'abonnement. Mélanie en télétravail aujourd'hui. J'étais sur le replay de la semaine dernière concernant la politique, du coup je vais avoir la suite avant d'avoir le début. Voilà, exactement. Il s'est passé beaucoup de choses en plus cette semaine. Salut tout le monde, salut Maza, salut Anso, salut Dali, salut à tous ceux qui arriveront sur ce live en replay ultérieurement. Parce que vous êtes quand même assez nombreuses et nombreuses, hein, mine de rien, sur Twitch. Merci à tous les abonnés Twitch. Voilà, parce que vous regardez les replays sur Twitch. Vous permettez à cette chaîne Twitch de se porter de mieux en mieux. Donc merci à vous de regarder. Merci à tous les followers également qui suivent. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner si vous ne le pouvez pas, si vous n'en avez pas envie, vous faites ce que vous voulez. Mais merci à tous ceux qui sont là sur Twitch. Et merci à tous ceux qui regarderont ça sur YouTube aussi. Bah oui, parce que ça sera sur YouTube ça. Salut Alice, salut. Tout ça, ça sera aussi sur YouTube. Je le mettrai sur YouTube même peut-être dès ce soir. Là, on est lundi 24 juin 2024. Donc moi j'ai mis la deuxième semaine de campagne. C'est le cas, oui c'est ça, c'est plus ou moins, même si officiellement la campagne a commencé que depuis une semaine je crois. Mais depuis les européennes, ça fait 15 jours là qu'on parle politique à fond. Et il nous reste une semaine de campagne avant les élections législatives. Pour rappel, on va devoir aller voter le 30 juin, premier tour des législatives de 2024, qui sont exceptionnelles, car elles sont dues à une dissolution de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron. Voilà. Et notre président a décidé de dissoudre l'Assemblée, donc les députés existants précédemment ne sont plus députés, il n'y a plus de députés à l'Assemblée nationale, il n'y a plus d'Assemblée nationale même. Merci Élise, merci à toi d'écouter en voiture, merci beaucoup. On a des paysagistes chez nous, Élise, d'ailleurs cette semaine, parce qu'Élise est paysagiste. Qui vont nous faire une magnifique terrasse, voilà, vous verrez ça ultérieurement dans les vlogs sur la chaîne YouTube Jujubaby, voilà. Et donc, on va voter le 30 juin et le 7 juillet, voilà. Donc retenez bien ces dates-là, allez voter. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, je crois que c'est trop tard maintenant, hein, bien évidemment. Salut Emna, salut à toi. Par contre, vous pouvez encore faire votre procuration, voilà. Si vous savez que le 30 juin ou le 7 juillet, vous ne serez pas là parce que vous allez en vacances. Hein, c'est le cas de plein de gens. Hein, c'est vraiment là, c'est le début des gros départs. Il y a des gens qui partent en vacances dès le week-end du 29 juin. C'est peut-être votre cas, là. Si vous ne pouvez pas voter le 30 juin ou le 7 juillet parce que vous êtes en vacances, ou vous travaillez hein, peut-être aussi ce dimanche-là. Il y a des gens qui travaillent de 7h à 19h le dimanche, ceux qui sont à l'hôpital, par exemple. Là, et Emna, elle travaille à l'hôpital. Si ta garde, elle commence à 7h dimanche et qu'elle se termine à 19h ou 19h30, tu peux pas voter le 30 juin ni le 7 juillet. Voilà. Donc pensez à faire votre procuration hein, si vous êtes dans le secteur médical ou si vous êtes en vacances ou il y a d'autres boulots qui travaillent aussi le dimanche. Bref, faites une procuration, c'est encore possible. Voilà, il faudra quand même dire votre intention de vote à peut-être votre voisin ou vos parents s'ils habitent dans la même ville que vous, etc. Mais faites-le, voilà, c'est important. Donc, il nous reste une semaine avant le premier tour. Donc là, ça va être notre dernier point avant ce premier tour-là. Et ensuite, on se reverra le 1er juillet pour faire un point d'entre-deux tours. Le lundi 1er juillet, là, à cette heure-là, 9h30. Là, d'ailleurs, j'étais un peu en retard. Excusez-moi pour mon retard. J'avais les paysagistes, là, il fallait que je gère le chantier. Donc, j'étais un peu à la bourre ce matin. Mais donc, 1er juillet, entre deux tours, ça va être la folie. On va voir qui va gagner, il y aura peut-être des triangulaires, etc. Donc ça va être très intéressant. S'il y a des choses qui vous interpellent en politique, tout simplement, que vous avez des questions, vous ne savez pas ce que ça veut dire, par exemple là je viens de parler de triangulaire, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire une triangulaire, voilà. Donc si vous avez des questions comme ça qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Pourquoi est-ce que le RN est en tête, ça vous interpelle pourquoi est-ce qu'il y a plein de questions comme ça qui sont revenues un peu. Moi, je regardais beaucoup de chaînes de télé et
cette semaine, j'écoute toutes les chaînes, hein. Juste ça aussi, je le dis et je le redis. J'écoute toutes les chaînes, que ça soit France Info, BFM, j'écoute même CNews. Hein, CNews qui est une chaîne quand même très inscrite à droite, droite. C'est un peu la Fox News américaine, CNews. Mais j'aime bien aussi écouter CNews pour voir un peu justement un peu les différents points de vue. J'écoute RMC. RMC qui va être un peu plus politisé à gauche. France Info reste neutre. BFM, moi je trouve qu'ils sont aussi un peu plus quand même côté gauche de l'échiquier politique. Et puis je lis aussi beaucoup d'articles. J'ai beaucoup de trucs sur mon téléphone qui pop-up. Là, il n'est pas là mon téléphone, je l'ai oublié. Donc ça c'est juste pour vous dire que moi en politique j'essaie de m'informer en lisant tout. Je ne regarde pas les réseaux sociaux par contre. Et je peux lire à la fois des journaux, des articles écrits par des magazines un peu plus de droite, comme Le Figaro par exemple, ou des magazines un peu plus de gauche. Voilà, ça dépend vraiment, et ça permet d'avoir un point de vue très hétéroclite, hein, diversifié. Voilà, ça permet d'être un peu au fait de tout ce qui se dit, d'accord ? Donc merci à vous de m'écouter en télétravail, en réunion, en voiture, à l'hôpital. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez pouvoir rester avec moi pendant 1h30 et que vous n'aurez pas de réunion qui vous arrivera dans les dents tout de suite là maintenant. Travail à distance. TAD, on appelle ça. On dit plus télétravail, Dali ? Je pensais qu'on disait toujours télétravail, moi. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Déjà, dites-moi dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous avez suivi un petit peu l'actualité de cette semaine. Moi, je vais commencer par les sondages. Comme ça, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Hein. Hop, faut que j'ouvre mon gestionnaire de pub aussi, sinon ça ne fonctionnera pas si tu fais pas ça. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Les sondages. Alors, les sondages en politique, il y en a qui disent que ça ne veut rien dire. Moi, je suis de l'école qui dit que les sondages se trompe rarement. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que j'ai fait des études de commerce. J'ai fait un master en gestion hôtelière et que très clairement, dans le monde du commerce, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans son ensemble, hein, l'hôtellerie, la restauration, ça reste de l'entrepreneuriat, les sondages, c'est très important. Quand tu travailles dans le management, dans la gestion, dans le commerce en général, les sondages, c'est très important. Tu demandes aux clients potentiels, aux prospects, qu'est-ce que vous pensez de ce produit. Tu fais des sondages tout le temps pour tout. C'est très important. Et donc, il y a des gens, leur boulot, c'est de faire des sondages. Et c'est vrai qu'en politique, et faire un sondage, c'est pas facile. Hein. Moi, je vous le dis, pour l'avoir étudié en cours, faire un bon sondage, c'est pas évident. Et en politique, il y a toujours des gens qui disent « Ouais, le sondage, ça veut rien dire, on interroge 1000 personnes alors qu'on est 70 millions de Français. » Bon, on n'est pas 70 millions à voter, évidemment. Hein. Mais on interroge un panel représentatif de la population, donc des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, peu importe leur couleur de peau. Enfin, quoique, non, quand on fait des sondages, justement, on essaye d'avoir un échantillon représentatif, donc on va interroger des gens, on va cibler l'âge, le sexe, la couleur de peau, la religion dans les sondages. Vous avez des questions comme ça des fois, hein, ça paraît un peu anecdotique, mais des fois on s'en rend pas forcément compte, mais vous avez des fois des questions du style ils disent pas quelle est votre couleur de peau, mais est-ce que, des fois ils posent la question directement dans certains sondages, est-ce que vous êtes croyant, à quelle religion, oui, non, athée, etc. Et aussi, quelles sont vos origines, subsahariennes, occidentales, asiatiques, etc. Ça leur permet de faire un petit peu comme ça, d'avoir un panel vraiment très représentatif. Parce que si, quand tu interroges 1000 personnes, tu interroges 1000 personnes, 1000 hommes de 35 ans blancs, bah, ton panel, il n'est pas représentatif de la population française. Donc les sondages, moi j'y crois, puisque je les ai étudiés pendant mes études, et là ce qu'ils nous disent les sondages, très clairement, c'est des sondages d'hier. Bon, il y a plein de cabinets d'études qui font des sondages, voilà, là je vais prendre un sondage au hasard. Hein. Hier à 17h, voici les intentions de vote qu'il y a pour le premier tour. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. D'ailleurs je vais vous mettre moi, mon petit sondage à moi, perso, voilà, hop, sondage. On a déjà fait ça la semaine dernière, mais on va le refaire.
Donc au premier tour, pour qui est-ce que vous comptez voter? Donc Rassemblement National, Nouveau Front Populaire, c'est NFP. Je vais mettre ma majorité Macron, je vais mettre ça comme ça sera clair, ou autre. C'est dans autre, pour ceux qui se posent la question. Donc là, je vous mets le sondage en haut, tu comptes voter pour qui au premier tour? Rassemblement National, donc RN, NFP, Macron ou autre. N'hésitez pas à me le dire, c'est anonyme, je verrai même pas ce que vous avez voté. Je ne vois pas qui vote. Hein, c'est vraiment juste, vous cochez une case, et ça permet de voir juste là, ce matin, qui, plus ou moins, où vous vous situez. Et n'hésitez pas aussi, si vous regardez ce live en replay sur YouTube, à mettre un petit commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, ça permet aussi de savoir comment vous vous situez, quoi. Moi, j'aime bien savoir ça. Est-ce qu'il y a une majorité de Nouveau Front Populaire? Est-ce que c'est une majorité de RN? Donc n'hésitez pas, vous avez le petit bouton là, vous cliquez, vous appuyez sur vote, et puis comme ça, hop, emballé, c'est pesé. C'est anonyme, hein, je vous le redis. Et si vous avez envie de le dire dans le chat pour qui vous votez, vous avez le droit aussi, parce que même si votre pseudo apparaît en soi, je vous le rappelle, on ne vous connaît pas. Donc, les sondages actuellement mettent... Donc c'est des sondages d'hier à 17h. Donc c'est vraiment les tout derniers sondages là. Le Rassemblement National arrive en tête à 35,5% d'intention de vote au premier tour. Ok, 35,5% pour le Rassemblement National. En deuxième place arrive le Nouveau Front Populaire à 29%. Donc c'est quand même assez serré. Et la majorité présidentielle arrive en troisième position des intentions de vote à 21%. Et vous avez ensuite, en quatrième position à 7%, le candidat républicain. Mais le candidat républicain qui n'est pas associé avec Rassemblement National. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé aussi cette semaine, qui est très fort. C'est vraiment cette espèce de grosse dissociation. La droite, c'est vraiment divisé en deux. Là, déjà, la semaine dernière, c'était le cas, mais là, c'est encore plus marqué. Et après, vous avez encore des gens qui comptent voter autre. Hein, donc, vous avez plein de partis autres. Hein, vous avez notamment le parti d'Éric Zemmour. Pardon, excusez-moi, le parti Reconquête, qui a à peine 1% des intentions de vote, alors qu'ils avaient fait 5% aux européennes. Il aurait peut-être mieux fait, Éric Zemmour, de garder Marion Maréchal ou de s'allier au Rassemblement National. Ça, c'était le gros épisode aussi, un peu drama de la semaine dernière. C'était assez drôle d'ailleurs à voir Éric Zemmour. Vous avez également des gens qui vont décider de voter pour d'autres partis qui ne sont pas à l'intérieur du Nouveau Front Populaire. Voilà. Et puis, il y a des gens qui vont voter. Et puis, il y a des candidats aussi qui vont se présenter avec une étiquette de gauche, mais qui n'ont pas envie d'être associés au Nouveau Front Populaire. Il y a, par exemple, des candidats qui ont été éjectés par la France Insoumise, comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière. Eux, ils ont décidé de se présenter. Ils étaient avant députés France Insoumise, et là, ils ont été virés, et ils ont décidé quand même de se présenter. Donc, il va y avoir des gens qui vont apporter leur soutien à ce type de candidat-là. C'est la même chose aussi à droite. Il y a des gens, voilà, qui vont se présenter, qui ne veulent pas faire partie de l'alliance avec le Rassemblement National. Donc, ils vont se présenter au nom républicain. Voilà. Il y a des gens donc, qui vont voter pour les républicains, et il y a aussi des gens qui vont voter pour d'autres partis un peu plus intimistes, on va dire, si on peut dire ça comme ça, confidentiels, voilà. Mais mine de rien, les partis un peu plus confidentiels, ça représente 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près 8% des intentions de vote sur l'ensemble des... Voilà, donc on voit qu'il va y avoir aussi une dilution comme ça des votes. Mais bon, les trois plus gros partis, c'est 35% Rassemblement National, 29% pour le NFP et 21% par la majorité présidentielle. Voilà un peu les sondages actuellement, hier soir. Ok, on part en publicité et on continue d'analyser ça tous ensemble. 1 minute 30 de pub. N'hésitez pas dans le chat à parler ceux qui le peuvent et à me dire un peu ce que vous pensez de cette semaine-là, comment vous voyez la France dans 15 jours. A tout de suite. Ok, welcome back. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. J'ai eu un bug de texte là, voilà, je suis revenu. Merci à vous d'avoir regardé cette petite pub. Donc, on continue. On a passé vite fait en revue les sondages, les intentions de vote, les amis.
L'heure est grave. Alors pourquoi est-ce que je fais ces lives politiques d'ailleurs? Parce que c'est exceptionnel, hein. Ah, d'où la musique, hein. Voilà. Non, vraiment, c'est exceptionnel. L'Assemblée nationale a déjà été dissoute, hein, dans l'histoire, hein. Je crois que c'est la 5e ou la 6e dissolution de l'Assemblée nationale. Mais là, au XXIe siècle, avec un Rassemblement national qui arrive aussi fort dans les sondages, une gauche qui est aussi divisée, une droite aussi qui est complètement perdue, c'est du jamais vu. Et c'est magnifique à regarder, moi j'adore ça. Donc ça fait 15 jours que je vous dis que je suis ça vraiment à fond, et c'est un plaisir pour moi de vous partager mon analyse, qui ne reste qu'une analyse. Je tiens à le dire. Ça ne reste qu'une analyse, qui est parfois effectivement assez tranchée, notamment sur certains partis qui pour moi font du tort à la gauche dans son ensemble, et qui font même du tort à la politique dans son ensemble et à la France dans son ensemble. Voilà, vous savez, vous avez compris depuis des mois maintenant que j'ai pas une affection très profonde pour la France insoumise, et que ça me fait mal au cœur de voir le Parti Socialiste et les Verts se prendre dans les dents la France insoumise comme ça à chaque fois. À chaque fois, ils reviennent. Et il y a des gens qui adorent la France insoumise, et ils en ont le droit, parce que la France insoumise a le droit d'être là. Comme tout parti politique, hein, tout le monde a le droit d'être là en France, c'est la démocratie. Et il y a des gens qui adorent la France insoumise, et qui trouvent que justement c'est un parti qui a fait quand même 20%, hein, presque plus de 20% au présidentiel. Hein, mine de rien, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas loin derrière Marine Le Pen. Mais depuis cet épisode-là, on a vu que ça dégringole, et ça part un petit peu dans tous les sens, et ça ne va pas dans le bon sens, je trouve, selon moi. Mais ce n'est que mon analyse personnelle. N'oubliez pas que vous avez un petit sondage juste en haut là, du chat Twitch. Vous pouvez voter. Pour l'instant, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête de notre petit sondage Twitch. Hein, nous ne sommes pas 1000 ce matin. Salut à toi Marie, salut Alexia aussi. Mais le Rassemblement national arrive en tête de vos votes pour l'instant. Donc n'hésitez pas à refaire votre petit clic. Et dans l'espace commentaire sur YouTube, s'il vous plaît, dites aussi pour qui vous comptez voter. Voilà. Je vous rappelle, ça reste anonyme, votre pseudo, on ne sait pas qui vous êtes. Hein. Donc on a passé le sondage voilà, on a vu un peu les intentions de vote. Maintenant, moi je vais revenir sur cette semaine, et on va analyser la semaine politique des 3 gros blocs. Voilà, c'est pas pour manquer de respect aux plus petits, mais là il y a quand même 3 gros blocs, donc on embrasse Jean Lassalle, les partis plus minoritaires, mais là, ils vont pas du tout rentrer dans l'analyse de ce matin, parce qu'ils ont pas de poids, clairement, à l'Assemblée nationale. Là, on a 3 gros blocs. Donc, on a le bloc Nouveau Front Populaire, on a le bloc Rassemblement National, associé à la droite d'Éric Ciotti, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura 60 députés de droite étiquetés républicains, qui vont avoir le soutien du Rassemblement national, d'accord? Ensuite, vous avez toujours la droite des Républicains qui ne veulent pas être associés au RN. Donc là, ça va être les autres, mais pour le coup, ils n'ont pas beaucoup d'intention de vote. Ils n'ont que 7%. Et vous avez la majorité présidentielle, Ensemble, Renaissance, voilà, je crois que c'est ça. C'est ça. Le sondage est fini sur Twitch, et effectivement que le Rassemblement national a gagné ce matin. Là, ceux qui nous regardent, en majorité, vous allez voter pour le Rassemblement national, et ensuite on a Nouveau Front Populaire, autres, et en dernier, Macron. Voilà. Merci à vous d'avoir joué le jeu, d'avoir cliqué pendant 1 seconde sur un petit bouton. C'est cool, ça me fait plaisir. J'aime bien, moi, il faut qu'il y ait de l'interaction. Et donc, Macron, donc le parti de la majorité, 20% des intentions de vote, 21%. Eux aussi, c'est passé quand même pas mal de choses chez eux cette semaine. Alors moi, ce que j'ai retenu, je vais vous faire un petit point à gauche. Non, on va pas commencer par la gauche. On va commencer par qui? On va commencer par dans le titre, j'ai mis qui en premier? J'ai mis quoi comme titre? Je vais revoir mon titre. Dans mon titre, j'ai mis le Rassemblement national fragilisé, mais toujours en tête. NFP en 2e place, Macron qui sort les rames. Voilà. Oh, le titre que je mets. Bon, on va commencer par le RN. Alors, cette semaine...
Le RN, très clairement, moi j'ai mis le RN fragilisé. Parce que je trouve que ils ont fait certaines sorties médiatiques qui n'étaient pas maîtrisées. Voilà, là je m'adresse aux électeurs du Rassemblement National. N'hésitez pas à me dire comment vous avez senti cette semaine pour vos candidats. Moi je les ai pas trouvés. Bah, ils ont des sorties médiatiques qui sont très bien, hein, mais j'ai trouvé que là, ils ont pas fait des sorties médiatiques super maîtrisées. Quand ils sont interrogés sur certains sujets, ça reste très limite. Leurs propositions, notamment sur le pouvoir d'achat, je les ai presque trouvées meilleures dans la communication en première semaine qu'en deuxième semaine là. Autant je trouve que les propositions en termes de pouvoir d'achat du nouveau Front Populaire, pour le coup, là, sont un peu trop ambitieuses. Et j'aime pas les politiques qui sont trop ambitieux comme ça et qui disent mais bien sûr que si. En fait, quand tu écoutes le nouveau Front Populaire, tout est possible en termes de pouvoir d'achat. Pour eux, c'est simple, de l'argent il y en a. Il suffit d'aller le prendre aux plus riches. Voilà. Et ça, c'est toujours cet argument qui existe depuis le Parti communiste, depuis Arlette Laguillet. Moi, j'ai connu Arlette Laguillet. Je suis désolé, je connais pas plus jeune. Voilà. Moi, je connais même pas Mitterrand. Hein. Moi, j'ai connu Jacques Chirac. Mitterrand, j'étais tout bébé. Donc moi, c'était Arlette Laguillet, avant Nathalie Arthaud, voilà, tous ces partis-là, avec Olivier Besancenot et tout. Ça a toujours été un peu les mêmes discours, mais même avant que je sois né, avant ma naissance, c'était déjà ça. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a une grande partie des Français qui ont une certaine connaissance en politique et en économie, et qui aimeraient qu'on puisse faire des promesses tenables. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de dire, tout est possible, il suffit juste d'aller prendre de l'argent aux plus riches, ça fonctionne pas. Et ça, c'est dommage. Parce qu'ils ont des choses intéressantes, le nouveau Front Populaire, en termes de pouvoir d'achat, plus intéressantes que le Rassemblement National. Parce que, en première semaine, je trouvais que le Rassemblement National, ils étaient pas mauvais. Ils arrivaient à bien vendre leur programme et tout. Je trouvais cohérent leur idée de baisser la TVA. Et je continue de croire que l'idée de baisser la TVA est plus facilement faisable que tout ce que le nouveau Front Populaire propose. Voilà. Mais il y a deux écoles. Hein. Il y en a qui disent « Mais non, baisser la TVA, comme le propose le RN, c'est pas possible, ça va coûter trop d'argent à la France. » Ça coûtera de l'argent à la France de toute façon, quoi que tu fasses. Hein, ça coûtera de l'argent à la France. Et le nouveau Front Populaire, eux, l'idée c'est d'aller taxer encore plus les plus riches, les grandes entreprises, etc. Bon, bref. Là-dessus, je suis pas fan. Mais bon, le RN, là, je trouve qu'ils sont en difficulté cette semaine parce qu'ils communiquent pas bien et que quand on commence à leur poser des questions un peu plus pointues sur certains sujets, je les trouve pas toujours très au fait. D'eux. Et là, on commence à voir un peu la limite du Rassemblement National, je trouve, qui est un très bon parti d'opposition, comme la France Insoumise. Hein. Ils sont là pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Nous, à votre place, on ferait ça, on ferait ça, on ferait ça. Sauf que là, j'aimerais bien les voir maintenant au gouvernement, que ça soit le Rassemblement National ou la France Insoumise. Hein. L'un ou l'autre au gouvernement. Alors, vous avez vu que je dis même pas un nouveau Front Populaire, je dis la France Insoumise, parce que pour moi, la France Insoumise, ils ont fait mainmise sur l'ensemble de la gauche. Ils ont fait leur truc en sous-marin, ici ils gagnent, ils vont mettre Mélenchon Premier ministre, merci, au revoir, c'est sûr et certain, c'est tout tracé, c'est tout écrit, c'est une évidence, Glucksmann, il a les boules, Fabien Roussel, le pauvre, il est là, il essaye de s'accrocher aux cordes, aux perches, le pauvre, il est excellent, Fabien Roussel, moi je l'adore. C'est un très... Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse face à la France Insoumise on parlera de tout ce qui s'est passé cette semaine pour la gauche tout à l'heure. On reste sur le Rassemblement National, on se concentre. Donc, je trouve qu'ils étaient un peu limites sur certains sujets. Il y a Raphaël qui dit « Devant les grands patrons, Bardella et Ciotti ont renoncé à pas mal de choses prévues en effet. » Si tu peux développer, Raphaël, ce que tu viens de dire dans ton commentaire, là, n'hésite pas, parce que moi, j'ai pas forcément tout suivi, hein, d'accord ? Ok ? J'ai pas suivi les meetings dans leur ensemble, par exemple. J'ai regardé
un bout d'un meeting du Rassemblement National, un bout d'un meeting du Nouveau Front Populaire, mais vraiment, c'est des bouts que je regarde, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé une émission en totalité pendant 2 heures qui était très intéressante, je vous en parlerai après, sur BFM, où là il y avait les 3 grands blocs qui étaient réunis face aux Français, c'était très intéressant, c'est Forum BFM TV, j'ai trouvé très bien cette émission. On en reparlera tout à l'heure. Mais donc le Rassemblement National, ouais, je les ai pas trouvés au top là cette semaine au niveau de leur communication. Et surtout, dès qu'on parle d'immigration, de sécurité, etc., je trouve que le Rassemblement National devrait mettre un peu d'eau dans leur vin en termes d'immigration, parce que ils retournent un peu en mode d'avant 2017, et c'est pas forcément ça, je trouve, que les Français ont forcément besoin d'entendre actuellement. Marine Le Pen, je trouve qu'elle avait été intelligente en 2022 de mettre un peu l'immigration de côté et d'axer plus sur le pouvoir d'achat. Il y avait aussi une grande partie sur la famille. Elle parlait dans son programme, Marine Le Pen, des mères au foyer. Il y avait des choses comme ça. Et là, je trouve qu'ils axent beaucoup sur l'immigration là depuis 15 jours. Et je trouve pas que ce soit forcément à leur avantage. Je trouve qu'ils se fragilisent beaucoup. Et il y a des électeurs que j'ai pu entendre, il y a des électeurs là cette semaine qui disaient, je sais plus sur quelle chaîne télé c'était, qui disaient que eux ils avaient l'intention de voter Rassemblement National, mais qu'en fait ils vont peut-être se diriger vers un vote plutôt républicain. Parce que ils trouvent que justement au niveau de l'immigration là, le Rassemblement National, peut-être quand ils en font un petit peu trop. Ils retournent un peu dans leur travers d'avant 2017, j'utilise des termes, j'ai entendu un député carrément qui parle de submersion migratoire. Il le disait plus ça. Le Rassemblement National, ils utilisaient plus les termes comme ça. Avant ils parlaient de submersion migratoire. Il y a même Zemmour qui lui, alors lui c'est carrément, bon Zemmour c'est l'extrême droite, très droite, très, on n'est même plus sur du bleu marine avec Zemmour, on est presque sur du noir, si tu veux faire la teinte de couleur. Où Zemmour, lui, parle de grand remplacement, etc. Mais je trouvais que le Rassemblement National, ils avaient un peu, justement, atténué leur discours au niveau de l'immigration depuis 2022. Et là, ils y reviennent, je trouve, selon moi, beaucoup trop. Voilà. Ce n'est que mon avis. Et c'est pour ça que moi je mets le RN fragilisé. Parce que j'ai pu entendre certains électeurs dire que ça les dérangeait un petit peu. Et puis je reviens sur certains sujets, je trouve que c'était pas forcément très maîtrisé. Même si je trouve que dans leur programme, le Rassemblement National, ils ont des propositions qui sont totalement cohérentes. Faut le dire, tout n'est pas à jeter chez eux. Voilà. Mais j'ai pas trouvé cette semaine politique super intéressante pour eux. Je trouve en fait que le Rassemblement National, là, ils surfent un peu trop sur... on pourrait même dire, ils se reposent un peu sur leurs acquis, ils gardent leurs fondamentaux, et ils surfent un peu sur cette tendance de dire, les gens veulent pas voter Macron, les gens veulent pas voter Mélenchon. Ils se disent, on va pouvoir récupérer des gens un peu à droite à gauche. Ils remercient presque aussi, je pense, Éric Zemmour d'avoir viré Marion Maréchal. Comme ça, hop, les électeurs de Zemmour, qui étaient amoureux de Marion Maréchal presque, ils vont plus voter pour lui. Donc peut-être que sûrement le Rassemblement National, ils ont récupéré 1 ou 2% de la part des électeurs de Zemmour aussi. Et puis le Rassemblement National, il surfe aussi sur ce bloc de gauche qui est complètement fissuré dès le départ, avant même que dès la création du nouveau Front Populaire, c'était là, il y a aucune fondation sur ce bloc de gauche là, il y a pas les fondations, ils ont c'est du sable quoi, si on veut faire une analogie du BTP, tu peux pas construire une maison sur le nouveau Front Populaire quoi, très clairement. Voilà, et le Rassemblement National, il surfe là-dessus, et je pense qu'en fait, je trouve qu'ils font pas trop d'efforts, en fait. Cette semaine, je les ai trouvés vraiment très mous du genou, c'est pour ça que j'ai mis dans mon titre le Rassemblement National fragilisé,
parce qu'ils regardent un peu les choses de loin, ils viennent dans les débats, ils discutent sur les plateaux, mais en gros, leur ligne de conduite maintenant, c'est de dire, bah nous, on va proposer quelque chose de nouveau. Macron, vous en avez marre, ça fait 7 ans que les gens subissent la Macronie, qu'ils en ont marre. Nous, on est là pour changer les choses, et de toute façon, vous n'allez pas voter pour la gauche, parce que la gauche, c'est n'importe quoi, on ne sait pas où ça va. C'est un peu le discours du Rassemblement National. Je résume, je vulgarise, c'est pas ça qu'ils disent, évidemment. Mais je trouve qu'ils font pas trop d'efforts. Voilà, j'en terminerai là-dessus sur le Rassemblement National. Peut mieux faire cette semaine, c'était vraiment pas super. On va passer maintenant au Nouveau Front Populaire. Là, pour le coup, Nouveau Front Populaire, il y a des choses à dire là-dessus, hein, sur ce bloc-là. Donc Raphaël qui nous dit « Tous les partis sont passés devant les patrons du MEDEF. Évidemment, la majorité présidentielle a été acclamée. Le Rassemblement National, ça allait, mais la France Insoumise a été huée par les patrons du MEDEF. » Raphaël nous dit également « Je pense que l'alliance avec Ciotti force à revoir le programme du RN plus à droite économiquement. » Ça, c'est évident. Voilà, si on peut... on revient vite fait sur le RN, t'as raison. Le programme économique du RN et même le programme... le programme économique dans son ensemble, j'allais dire le pouvoir économique et pouvoir d'achat, mais bon, les deux sont reliés. T'as raison de le dire, Raphaël. Le fait qu'il y ait une alliance avec la droite d'Éric Ciotti, les Républicains, pas l'ensemble, hein, c'est pas l'ensemble, hein, parce que là, vraiment, les Républicains, ils sont scindés en deux, mais ils ont toujours l'étiquette républicain, donc ça va être un gros bordel pour les électeurs. Regardez bien, si vous êtes électeur de droite, regardez bien les bulletins, les affiches, etc. Parce que vous aurez peut-être dans votre circonscription 2 candidats avec le logo LR sur leur affiche. Parce que vous aurez un candidat LR, 100% LR, et vous en aurez un deuxième avec le logo LR, et à côté, il y aura écrit « soutenu par le RN ». Ça arrivera dans certaines circonscriptions, vous aurez 2 candidats LR, face à face. Ça arrivera. Vraiment, ça arrivera. Donc soyez attentifs à ça, si vous êtes électeur de droite. Si vous êtes plus favorable à l'alliance qu'Éric Ciotti a décidé de mener avec le Rassemblement National, une droite un peu plus dure, certains le diraient, économiquement parlant notamment, effectivement, tu as raison de le dire, Raphaël, le programme du Rassemblement National au niveau social, c'était pas forcément un programme de droite quand même, hein. Ils sont pour abroger la loi sur le chômage. Le Rassemblement National, ils sont aussi contre la retraite à 60 ans, enfin à 67. Le Rassemblement National est favorable à ce qu'on puisse revenir à une retraite à 60 ou à 62 ans, enfin du moins 40 annuités, voilà, c'est ce qu'ils proposent, alors que la droite, eux, pas du tout, hein. La droite, eux, c'est la retraite à 65 ans, voire même 67. Donc, effectivement, c'est un bon rappel que tu fais, Raphaël. Le RN, sur leur programme économique, s'ils veulent aller dans le sens de Ciotti, et c'est pas une association comme ça qu'ils ont fait sans réfléchir, hein. Ils se sont dit, bah voilà, on s'y retrouve. Ciotti, lui, il n'avait pas envie d'être associé avec Macron. Il avait envie que la droite reprenne un peu... donc voilà, ils se sont dit, on s'associe avec le RN. Ciotti, lui, son discours, c'est de dire, bah, le RN, c'est plus du tout le front national raciste de Jean-Marie Le Pen, donc on se retrouve dans certaines de leurs propositions, on s'associe ensemble, voilà. Et t'as raison de le dire, hein, Raphaël, c'est vrai que bah ouais, le programme du RN était quand même un peu plus... un programme un peu... je vais dire un peu plus social, même si je sais que ça fait grincer les dents beaucoup d'électeurs de gauche. Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui disent que le Rassemblement National, c'est c'est du social déguisé. C'est du faux social. Ça n'a rien d'un programme social, ça n'a rien ce n'est absolument pas un parti, le RN, pour la gauche, le RN, c'est absolument pas un parti qui a des mesures sociales. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut.
Moi, je trouve que le programme de 2022 de Marine Le Pen, il y avait quand même beaucoup de propositions qui allaient dans le sens de... Il y avait quand même beaucoup de social dans son programme, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, Marine Le Pen, voilà, il y en avait quand même. Est-ce que ensuite c'est du social de façade? J'en sais rien. Attendons de voir. S'ils sont au pouvoir, le RN, on verra ce qu'ils donnent. Et si c'est le nouveau Front Populaire qui est au pouvoir aussi, qui arrive à gagner, ben on verra aussi ce qu'ils donnent. Ils sont à 25%. La gauche est à... Non, 29%, pardon. C'est 35% d'intention de vote pour le RN et 29% pour la gauche. Ils sont pas loin, hein. S'il faut, la gauche peut passer devant le RN, hein. C'est possible, hein. Donc, où j'en étais, moi, dans mon analyse? On va passer maintenant au nouveau Front Populaire, les amis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le nouveau Front Populaire cette semaine? Eh ben, on va voir ça ensemble, dans 1 minute 30, juste après une petite minute de pub. A tout de suite. Ok, merci à vous d'avoir regardé cette petite pub, les amis, merci beaucoup. On est toujours ensemble pour parler politique. On est toujours lundi 24 juin 2024. On est à une semaine du premier tour des législatives. Et qu'est-ce qui s'est passé à gauche cette semaine? Une dinguerie. Comme en première semaine. Assez incroyable tout ce qui se passe là. Les dernières news. Encore une fois, ben je vais vous le dire là. Encore une fois, il y a eu plein de... Ah, il y a encore Glucksmann et Mélenchon. C'est pas les amis. Et c'est pour ça que la gauche, pour moi, elle est... Ah, elle est tellement fragilisée. Enfin bref, donc on va analyser ça. On va analyser ça ensemble. Et ensuite, on analysera aussi les rames qui ont été sorties par la majorité présidentielle. Bienvenue à toi, Oracle dissous. Merci à toi pour ton petit follow. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à gauche cette semaine? Donc, on a un Front Populaire qui est quand même uni sur le papier. On a un nouveau Front Populaire qui est uni également dans les meetings. On voit très 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 souvent dans les meetings les 4 têtes d'affiches côte à côte. Donc c'est qui les 4 grandes têtes d'affiches de gauche? C'est Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Fabien Roussel pour le Parti Communiste, Bompard pour la France Insoumise, et pour les Verts, nous avons Marine Tondelier. Voilà, donc c'est quand même les 4 grandes figures de gauche qu'on voit depuis une semaine maintenant. Ils sont tout le temps quasiment ensemble, côte à côte dans les meetings du Front Populaire. Ça, c'est une évidence. Donc les 4 plus grands partis de gauche se sont réunis. Hein, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste et Parti Communiste Français. Ils se sont réunis tous les 4 ensemble pour fonder le nouveau Front Populaire. Il y a également des partis un peu plus petits qui se sont associés, notamment le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, s'est associé, mais pas en totalité. Voilà, il y a toujours... C'est comme tout à l'heure pour le Rassemblement National ou pour la droite, il y a des gens qui, en fait, veulent pas faire partie du nouveau Front Populaire, donc ils préfèrent se présenter tout seuls. Ça a fait beaucoup parler. Hein. La France Insoumise, ils ont viré certains des leurs... comme je vous disais tout à l'heure, Alexis Corbière ou Raquel Garrido, bon voilà, qui ont décidé, eux, du coup, de se présenter tout seuls, quoi. Ils ont leurs électeurs, ils disent non, moi je me présente, je veux être député, voilà. Et on se rend compte que ce nouveau Front Populaire, c'est un front à 2 visages. Là, j'ai ouvert un article du Point, j'avais ouvert plusieurs articles là, donc là, j'ai ouvert celui du Point. Il est intéressant. Un front à 2 visages. Et cette semaine, on a vu que c'était une semaine qui a été assez marquée. Le nouveau Front Populaire, ce qui caractérise leur semaine là, c'est un espèce de... Les deux blocs, leurs 2 adversaires principaux, ils ont essayé de jouer à fond la carte de non à la France Insoumise et non à l'antisémitisme. Et donc on a vu ça, mais tout le temps. Ça a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé
des déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien. Donc c'est vraiment, cette semaine, ça a vraiment été, que ça soit le Rassemblement national ou la majorité présidentielle, ils ont à fond axé leur communication sur le fait de dire, alors la gauche, vous vous êtes unis, c'est super, sauf que, pourquoi vous vous êtes associés à la France insoumise? Vous vous êtes associés à des antisémites, à des antidémocrates, à un parti qui bordélise l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qu'il disait encore comme nom encore Je crois que même c'est la majorité présidentielle qui qualifie la France insoumise d'un parti anti-républicain. Ouais, j'essaie de réfléchir aux autres termes. Ils bordélisent l'Assemblée nationale, anti-républicain, antisémite... Quel autre terme? Aidez-moi hein, si vous êtes là ce matin, n'hésitez pas à parler. Hein. Donc c'était un petit peu ça, hein, la ligne la bataille là, hein, c'était vraiment de dire cette semaine, bah, le nouveau Front Populaire, ils sont pas légitimes, de toute façon vous avez pris la France Insoumise, donc c'est du grand n'importe quoi. Voilà, et donc le nouveau Front Populaire, eux, ils ont publié une tribune ce dimanche, hier donc, ils ont publié une tribune, une lettre, afin de dénoncer une campagne de diffamation, je cite, sur la lutte contre l'antisémitisme, orchestrée par une Macronie en déroute. Donc le nouveau Front Populaire, eux, ils accusent la Macronie, ils dénoncent, voilà, une campagne de diffamation orchestrée par la Macronie. Donc ils ont publié une lettre hier. Cette lettre n'a pas été signée par Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, lui, il a publié sa propre lettre. Raphaël Glucksmann ne veut vraiment pas être associé à la France Insoumise, alors que, on le rappelle, Raphaël Glucksmann, son parti, c'est Place Publique. Il s'était présenté aux élections européennes sous l'étiquette Parti Socialiste PS. PS et Place Publique, voilà. Et Raphaël Glucksmann avait fait 15% aux européennes, contre seulement 9% pour la France Insoumise. Mais depuis que le nouveau Front Populaire a été créé, Raphaël Glucksmann, lui, bah, il a les boules, hein, évidemment, il ne veut absolument pas être associé à la France Insoumise, et donc il a publié sa propre lettre également, Raphaël Glucksmann, et sa lettre à Glucksmann est également signée par le Parti communiste, les Verts et le Parti socialiste. Par contre, il ne veut pas du tout que la France Insoumise il ne veut pas être associé. Raphaël Glucksmann et Place Publique ne veulent absolument pas être associés à la France Insoumise. Et c'est là qu'on voit que ça paraît anecdotique pour certains, hein, mais on voit quand même que ce front de gauche-là est vraiment fragilisé. Pour ça, notamment parce que Glucksmann, c'était quand même la tête d'affiche du Parti Socialiste là depuis une bonne année maintenant. Ils ont réussi leur coup aux européennes, ils ont fait 15%, alors que le Parti Socialiste, c'était un parti qui était mourant, qui n'existait plus même, quasiment, il faut le dire. Glucksmann a réussi à redorer l'image quand même, les électeurs de gauche se sont dit, allez, je redonne confiance, je reprends confiance, et je redonne ma confiance au Parti Socialiste. 15%, ils l'ont fait aux européennes, hein, c'était 5% pour les Verts, 9% pour la France Insoumise, le Parti communiste, ils ont fait aux européennes même pas 5%, je crois. Donc voilà, et là, bon, ok, et puis d'autres qui diront, oh mais non, c'est pas important, ça, nouveau Front Populaire, on est unis, il faut voter pour la gauche, pour faire barrage au Rassemblement National. Bon, ok. Mais moi, je trouve quand même que c'est très fragilisé. Ce nouveau Front Populaire est très fragilisé. D'accord ? Raphaël qui dit, pour avoir assisté à plusieurs séances en spectatrice à l'Assemblée nationale, Raphaël confirme en effet que la France Insoumise font un bordel innommable dans l'hémicycle. Glucksmann et Jérôme Gage, députés de gauche, ont été traités de sionistes et de sales juifs. Il y a même eu des croix nazies sur les affiches de Glucksmann. Donc on peut comprendre effectivement leur position face à la France Insoumise. Alors, juste, si on peut terminer sur l'antisémitisme, donc la France Insoumise se défend évidemment de tout antisémitisme dans leur rang,
Et nous condamnons, donc je vais vous lire une partie de leur lettre, nous condamnons avec la plus grande fermeté ceux qui... Là, je vous lis la lettre du Nouveau Front Populaire, hein, inclus donc France Insoumise dedans. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ceux qui utilisent nos compatriotes juifs comme bouc émissaire de tous les maux de la planète. Lance dans une lettre commune les chefs des 4 partis qui composent le Nouveau Front Populaire. Les partis de gauche, principalement France Insoumise, sont accusés par leurs adversaires d'ambiguïté sur la lutte contre l'antisémitisme. Le Nouveau Front Populaire dénonce une odieuse campagne de diffamation menée par une Macronie en route, et il dénonce également une banalisation de l'extrême droite. Il s'engage notamment, le Nouveau Front Populaire, à donner à la justice les moyens de lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme, et d'instaurer un commissariat à égalité avec un observatoire des discriminations. Ils veulent également, je comprends pas cette phrase, ils veulent également lancer un plan de lutte contre les discriminations et encore à assurer la sécurité des lieux cultuels et culturels. Je comprends pas cette phrase, ils veulent instaurer un commissariat à l'égalité avec un observatoire... Ah oui, non, d'accord, ok, d'accord. Un observatoire de lutte contre les discriminations. Non, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, Glucksmann, lui, lance sa propre lettre à côté, car il est en conflit avec Jean-Luc Mélenchon, et il a donc décidé de publier sa propre lettre. Donc moi, alors je vais juste vous relire cette phrase-là. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ceux qui utilisent nos compatriotes juifs comme bouc émissaire de tous les maux de la planète. Alors, on peut juste remplacer... Donc là, c'est la France Insoumise qui dit ça. Si on prend la même phrase et qu'on remplace un mot, et qu'on dit « Nous condamnons avec la plus grande fermeté ceux qui utilisent nos compatriotes musulmans comme bouc émissaire de tous les maux de la planète », ça marche aussi. On est d'accord. On est d'accord que ça marche aussi. Si je remplace le mot juif par le mot musulman, on est d'accord que ça marche aussi. Et que justement, la France Insoumise, dans leur discours, quand tu les écoutes, très clairement... ils utilisent nos compatriotes musulmans comme bouc émissaire de tous les maux de la planète. Actuellement, notamment, le conflit israélo-palestinien, la France Insoumise, ils sont accusés, justement, par la Macronie et par le Rassemblement National, d'utiliser le conflit israélo-palestinien pour faire ce que la Macronie appelle du clientélisme. En gros, la majorité présidentielle accuse la France Insoumise d'instrumentaliser et de se réapproprier politiquement ce conflit géopolitique qui a lieu en dehors des frontières européennes, de récupérer ce... Alors que, je rappelle, il y a des conflits dans le monde entier, mais donc la majorité présidentielle, eux, ils accusent la France Insoumise de récupérer ce conflit-là, de faire du clientélisme pour récupérer un maximum de voix de la part des musulmans. Alors ça, c'est la majorité présidentielle qui accuse la France Insoumise de ça. Et donc là, on voit que la France Insoumise, du coup, eux, ils accusent la majorité présidentielle et le Rassemblement National de vouloir utiliser les Juifs comme bouc émissaire de tous les maux de la planète. Cette phrase est quand même vraiment... Moi, je la trouve pas bien tournée. Hein. Je la trouve vraiment pas bien tournée. Hein. Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre que le Parti Socialiste, ils aient donné leur accord pour publier quand même une phrase comme ça. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ceux qui utilisent nos compatriotes juifs comme bouc émissaire de tous les maux de la planète. C'est quand même fort, hein, parce que quand tu lis derrière, moi je trouve qu'il y a quand même un peu de Dieudonné là-dedans quand même. C'est presque limite une phrase négationniste, mais tu vois, c'est Dieudonné, moi je l'ai déjà entendu dire ça dans ces spectacles. Hein. Dieudonné, je l'ai déjà entendu dire, Dieudonné c'est un négationniste fort, pur et dur. Pour lui, voilà, la Shoah, son spectacle ça s'appelait quand même Shoah Ananas. Dieudonné, moi il me faisait rire beaucoup, mais quand j'ai commencé à comprendre que c'était un négationniste, et que pour lui, tout ce qui, il n'y a pas eu autant de juifs morts, les chambres à gaz limite n'existaient pas quand t'écoutes Dieudonné, et puis Dieudonné, je me rappelle que souvent il disait mais ça va, les juifs quand tu les écoutes, c'est bon, ils ont eu des morts pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis quand tu les écoutes,
tous les maux de la planète. Enfin, en gros, c'était un peu, quand t'écoutais Dieudonné, c'était un peu la course à la victimisation, et puis il disait, bah, les juifs, c'est les champions de la victimisation, eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Hein. Et moi, j'aime pas les gens qui parlent comme ça, les gens qui ne respectent pas le passé, qui ne respectent pas ce qui s'est passé avant, et donc, de mettre dans une lettre officielle, utiliser nos compatriotes juifs comme bouc émissaire de tous les maux de la planète, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Et donc, Glucksmann, lui, s'est pas associé à ça. Pas du tout. Parce que lui, il a mis dans sa lettre... il a déjà fustigé Raphaël Glucksmann. Alors, Raphaël Glucksmann a vraiment pas apprécié que Jean-Luc Mélenchon parle d'antisémitisme résiduel en France. Voilà. Donc, Glucksmann, lui, nous dit « Il y a une explosion de l'antisémitisme. Chaque formation politique doit prendre ses engagements. Il y a un problème à gauche et dans la perception de la gauche par l'opinion. Il faut prendre des engagements qui y répondent. » Il fustige également à nouveau les termes d'antisémitisme résiduel qui ont été utilisés par Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann, dans sa lettre, propose de sanctionner immédiatement tout candidat ou élu qui va proférer des propos antisémites ou relevant d'antisémitisme. Il appelle également à former les futurs élus à la lutte contre l'antisémitisme et toute forme de racisme, à s'engager à la sécurisation des lieux de culte, et à lancer une commission d'enquête, blablabla, 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 voilà. Après, ça, c'est que de la communication, blablabla, observatoire de la discrimination, etc., 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 etc. Nous serons intraitables face à l'explosion des discours et des actes antisémites dans notre pays, d'où qu'ils viennent, il a rajouté, quand même. Il est vraiment pas... Il est conscient, Raphaël Glucksmann, que... et c'est ça que je trouve intéressant à analyser à gauche, c'est qu'on a quand même un candidat qui a fait 15% aux européennes et qui est conscient, qui ne va pas le dire, mais il le sait, qu'il y a de l'antisémitisme à la France insoumise, et il le sait également qu'il y a du clientélisme et qu'on essaye de récupérer un maximum de voix de la part des... potentiels électeurs qui soutiennent la Palestine. On le voit, les drapeaux palestiniens dans la plupart des manifestations de la France insoumise, et maintenant, également dans les manifestations du Nouveau Front Populaire. Fabien Roussel a été interrogé là-dessus par un électeur des Républicains, c'est un électeur de droite des Républicains qui a interrogé Fabien Roussel, c'était sur BFM, et lui demandait, il lui disait « Monsieur Roussel, moi je vous adore, hein. J'ai jamais voté pour vous, j'ai toujours été électeur de droite, mais très clairement, à gauche, vous êtes un des candidats les plus intéressants, les plus mesurés, les plus modérés, quelqu'un qui ne s'énerve jamais. Fabien Roussel, il ne s'énerve jamais, il est jamais agressif, il est cohérent dans ce qu'il dit, il maîtrise ses sujets. Fabien Roussel, moi je le trouve excellent. Et donc cet électeur de droite lui disait « Mais monsieur Roussel, pourquoi est-ce que vous êtes allé vous associer à ce parti antisémite qui est la France insoumise? Pourquoi vous êtes allé vous associer à ce parti qui fout le bordel à l'Assemblée nationale constamment? Et pourquoi, monsieur Roussel, vous avez des drapeaux palestiniens au meeting du Nouveau Front Populaire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Nous sommes dans une élection française. Pourquoi est-ce que vous continuez à avoir des drapeaux palestiniens au sein de vos meetings? Ce n'était pas un électeur du Rassemblement National, c'est un électeur des Républicains qui posait cette question. Et Roussel, je l'ai trouvé là très gêné. Il n'a pas réussi à donner une réponse, parce que je pense que la réponse qu'il voulait donner, c'était « Je suis d'accord avec vous, les drapeaux palestiniens n'ont rien à faire dans ces meetings. » De même que les drapeaux de la CGT n'ont rien à faire dans un meeting politique. Même si la CGT a toujours été étiquetée à gauche. C'est la première fois d'ailleurs, 30 secondes sur la CGT a appelé à voter Nouveau Front Populaire. C'est la toute première fois que la CGT donne une consigne de vote de son histoire. La CGT a toujours donné des consignes de vote, mais plutôt de dire il faut voter contre le Rassemblement National, ce que j'ai toujours trouvé un peu idiot démocratiquement parlant, parce qu'il y a des salariés qui sont syndiqués à la CGT qui votent Rassemblement National. Mais là, la CGT a appelé à voter pour le Nouveau Front Populaire. C'est la première fois de son histoire. Ça, c'est quand même important, intéressant de le savoir.
Il n'avait jamais donné de consigne précise de vote, la CGT. Bon, bref. Et là, Fabien Roussel, quand tu lui as dit pourquoi vous continuez à mettre autant de drapeaux palestiniens dans les manifestations du Nouveau Front Populaire ou dans les meetings, je veux dire, et là, il a eu du mal à répondre, alors que sur plein d'autres sujets, il est super cohérent, ça reste quelqu'un de gauche, mais ça reste une gauche modérée, ça reste une gauche intéressante, c'est des gens avec qui tu peux travailler, comme le Parti Socialiste, ça reste des gens avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux te dire, on peut faire des concessions. On a eu la gauche au pouvoir sous Lionel Jospin, on a eu la gauche au pouvoir sous François Hollande. La gauche est capable de faire plein de choses en France. Et quand malheureusement, là, on a une gauche qui se fait cannibaliser par un parti un peu trop idéologique, radical, voilà, c'était le mot que je cherchais, notamment sur ce sujet-là, malheureusement, ça fait pas du bien à la gauche, très clairement. On continue d'analyser ce qui s'est passé au Nouveau Front Populaire, juste après, 1 minute 30 de pub, et on parlera aussi de la majorité qui, là, essaye de s'en sortir, mais honnêtement, ils baissent dans les sondages, là, ils sont à 21%, ça baisse de plus en plus, hein. La majorité présidentielle, c'est pas gagné, les gars, hein. Pour eux, c'est juste, c'est limite, hein. Merci à vous d'avoir regardé cette petite pub. Hop, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite publicité, les amis. On continue. Donc là, c'était le petit passage sur l'antisémitisme à gauche. Mais bien évidemment, c'est pas que ça qui a marqué la semaine de la gauche sur les 7 précédents jours. C'était vraiment la bataille hein, qu'a essayé de mener Macron et pour lutter contre ce nouveau Front Populaire. Voilà. Mais il n'y a pas eu que ça. Moi, j'ai écouté pas mal d'interventions de la gauche cette semaine. Je les ai trouvés bons sur pas mal de sujets. Je trouve qu'ils maîtrisent plus de sujets que le Rassemblement national. Par contre, c'est maîtrisé quand c'est présenté par le Parti Socialiste, ou par Fabien Roussel et le Parti communiste, ou par les Verts. Mais je vais encore me faire taper, je sais, les gens disent que j'arrête pas de tirer sur la France Insoumise, mais à chaque fois qu'il y a un candidat à la France Insoumise sur les plateaux télé, à chaque fois, tout le temps, il y a de l'agressivité. Tout le temps. Ils sont agressifs quand ils s'adressent à un candidat du Rassemblement national. Ils sont agressifs quand ils s'adressent à un candidat républicain. Ils sont agressifs quand ils s'adressent à un candidat de la majorité présidentielle. Alors que quand c'est quelqu'un des Verts, ou... les Verts, non, ça dépend, parce que Sandrine Rousseau, elle est députée Europe Écologie Les Verts. Sandrine Rousseau, elle ne sait pas parler calmement. C'est très dur de suivre Sandrine Rousseau sur un plateau télé. Des gens comme ça, qui n'arrivent pas à parler calmement d'un sujet, pour moi, c'est pas des politiciens professionnels. Je veux dire, la politique, c'est un métier, et tu dois réussir à débattre. Tu as le droit de te clasher, tu as le droit de te couper la parole. Par contre, tu ne dois pas être agressif, tu ne dois pas être, tu vois, essayer de crier plus fort que l'autre, tu vois. Et le Parti Socialiste, Fabien Roussel, moi je le trouve excellent dans ça. Et puis quand il présente le programme de la gauche, c'est carré, c'est chiffré, c'est bien, c'est propre, etc., etc. Et la France Insoumise, dès qu'ils arrivent sur un plateau, il suffit juste qu'il y ait quelqu'un de la Macronie ou du Rassemblement national qui leur dit « Mais c'est infinançable votre projet, c'est infinançable ça, mais comment est-ce que vous allez financer ça ?» Si tu as Fabien Roussel ou le Parti Socialiste en face, ils répondent calmement, ils disent « C'est simple, je vais vous expliquer. Bah, laissez-moi 2 minutes, je vais vous expliquer. » Et il explique. Quand tu as quelqu'un de la France Insoumise sur un plateau de télé, leur réponse,
elle est tout de suite dans l'agressivité, tout de suite en disant mais vous avez, et vous alors, vous avez mis la France dans la merde pendant je sais pas combien de temps, mais c'est simple, l'argent on le trouvera chez les riches, il y a combien de milliardaires en France, et c'est tout le temps, ils veulent crier plus fort que les autres, et c'est très très handicapant pour la gauche, ça fragilise tellement le bloc de gauche d'avoir des gens comme ça au nouveau Front Populaire, parce que ça fait pas sérieux. Et puis je suis désolé, moi j'en peux plus de la France insoumise qui vient sur les plateaux télé en t-shirt. Je vous jure, hein, moi je n'en peux plus. Ce n'est juste pas possible en fait. Il y a un minimum de standing et de présentation à avoir quand on est député et quand on est candidat à une élection présidentielle. Je suis désolé, le maire de mon village, moi c'est un agriculteur. Sauf que quand il vient au conseil municipal, il vient avec une chemise. D'accord ? Il vient avec une chemise et des fois même il a une cravate. Pourtant c'est un agriculteur, je veux dire. Et la France insoumise, pourquoi est-ce qu'ils envoient des gens sur les plateaux de télé en polo, en t-shirt? Il y en a qui vont dire que ça n'a aucune importance, mais si, parce que quand tu veux diriger un pays, tu te dois d'avoir un certain standing. Je veux dire, si à un moment donné tu veux être président, premier ministre, tu vas arriver en polo Célio en Allemagne, tu vois ce que je veux dire? Enfin non, je veux dire, à un moment donné, tu dois être bien habillé, que tu sois un homme ou une femme. Je veux dire, c'est comme ça, c'est des métiers super importants. C'est peut-être parce que c'est mon passé de manager, j'ai travaillé en hôtellerie, en restauration, et je suis désolé, un directeur d'hôtel qui vient avec une chemise à fleurs, ce n'est juste pas possible. C'est interdit. C'est interdit, ça, tu ne vois ça nulle part. Même à Tahiti, t'as pas un directeur d'hôtel qui a une chemise à fleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non. Alors à Tahiti, pour le coup, ou en Nouvelle-Calédonie, ils sont tous en chemise à fleurs, même les politiques, parce que c'est leur truc. Mais bientôt, on va venir à l'Assemblée nationale avec des guenilles, et puis on va avoir quoi? On va avoir Zadig et Voltaire. Enfin non, c'est juste pas possible. Et ça, c'est un détail, mais moi, ça me choque énormément. Énormément. C'est juste pas possible quand tu aspires à avoir un métier avec de telles responsabilités. Tu dois au minimum venir à la télé et t'habiller correctement. C'est pas compliqué de mettre une chemise. C'est pas compliqué. Ouais, ce que je veux dire, c'est à un moment donné, faites quelque chose, quoi. Genre Philippe Poutou, vous vous rappelez quand on a fait en 2022 ou en 2017, je sais plus, ils avaient fait un débat présidentiel où il y avait tous les candidats à la présidentielle qui étaient là. Il y avait Jean Lassalle, Philippe Poutou, tout le monde était là. Et donc c'était super intéressant comme exercice. Mais tu voyais clairement la limite du gars, quoi. Enfin, Philippe Poutou, il sait pas parler. Je veux dire, son discours, il est pas fluide, c'est pas cohérent, etc. Enfin, et puis il est arrivé, Philippe Poutou, il est arrivé au débat politique, il était en t-shirt ou en polo Jules, là. C'est juste pas possible. Vraiment. Et ça dessert beaucoup, hein. C'est un détail, je vous le dis. Là, j'insiste dessus, ça fait 2 minutes que je parle de la tenue. Mais c'est super important. C'est pas... On est député, quoi. On est député à l'Assemblée nationale. On va à un moment donné... Ou alors on est député à Bruxelles, aux européennes. Enfin, on y va, quoi. On y va. On a face à nous des Suédois, des Danois, des Allemands. On n'arrive pas là-bas en mode... en claquette chaussette. C'est juste pas possible. Ok? C'est juste pas possible. Salut à toi, Amy. Comment ça va? Y a Raphaël qui dit, je suis d'accord avec toi, j'aime bien Fabien Roussel. Beaucoup moins grande gueule que Mélenchon. Donc ça marche moyen pour lui. Ouais, ben c'est sûr que la grande gueule de Mélenchon, ça marche. Il a fait 20% au présidentiel de 2022 grâce... Mais Mélenchon est très bon, hein. Mélenchon est très très bon et orateur. C'est un très bon homme politique. Hein. Vous voyez, Mélenchon, par exemple, il est toujours en chemise. Hein. Il est toujours en chemise. Moi, j'ai jamais vu Mélenchon venir en t-shirt à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste à un moment donné, si je peux. Et c'est pareil pour les plus grandes figures de gauche. Hein, Emmanuel Bompard, maintenant, hein, c'est un peu le numéro 1 de la France insoumise. Emmanuel Bompard, maintenant, il est quasiment toujours en chemise avec une petite veste de costard. Il a compris qu'à un moment donné, il faut arrêter de venir en polo ou en t-shirt, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, on est d'accord, quoi.
Rafa qui nous dit, il n'y a que Raphaël qui parle ce matin, n'hésitez pas, si vous êtes électeur de gauche, à parler, parce que, bon, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas électrice de gauche, Raphaël, donc n'hésitez pas à parler, vraiment, allez-y, peut-être qu'il y a des choses que je dis qui vous dérangent ce matin, dites-le, hein, voilà, n'hésitez pas. Il y a Raphaël qui dit, j'ai bien aimé quand un journaliste a dit à Sandrine Rousseau, à force de dire que tout ce qui est à droite de vous est fasciste, vous avez normalisé le Rassemblement national. C'est vrai, mais c'est vrai, effectivement. Quand tu écoutes certains partis de gauche, les républicains sont des racistes et des fascistes. Comme ça, c'est effectivement pas mal. Sur la tenue, effectivement, c'est insupportable. Même à l'Assemblée nationale, ils sont comme ça, la France insoumise. Mais oui, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Voilà, bref. Donc, mais je redis par contre ce que j'ai dit, parce que peut-être que les gens n'ont pas entendu. Je trouve que sur le fond, la gauche a été plus... maîtrisé mieux ces sujets que le Rassemblement national, cette semaine. Je trouve que le Rassemblement national, cette semaine, ils ont été, je vous le redis, un petit peu limite au niveau de leurs interventions. Je ne les ai pas trouvés très impactants. Je trouve qu'ils se sont un peu trop reposés sur leur laurier cette semaine, voilà. Alors que la gauche, justement, essaye de se vendre. De toute façon, ils sont obligés de se vendre parce que c'est un bloc là qui a été formé il y a même pas 10 jours. Donc la gauche, là, ils se vendent. Et je trouve que c'est eux qui essayent de se vendre le mieux. C'est eux qui essayent de vendre le mieux leurs idées. Et c'était ce que je disais lundi dernier. Je disais dans mon live de lundi dernier, si la gauche veut gagner, il faut qu'ils arrêtent de faire une lutte anti-RN. Bon, ils continuent de faire des manifestations anti-RN. Ce que je trouve complètement idiot. Ça ne sert à rien. Manifester contre le Rassemblement national ne sert à rien. De continuer de dire que le Rassemblement national et Macron, c'est la même chose, ça ne sert à rien. Pourquoi Macron serait équivalent au Rassemblement national? Il continue de mettre des banderoles, Macron égale Bardella. Non. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu sais quoi? Oui, Macron, c'est un chef d'entreprise, un ancien banquier, c'est quelqu'un le président des riches, comme la gauche... Mais quel rapport avec le Rassemblement national? Je veux dire, dans le Rassemblement national, il n'y a pas de banquiers, il y en a peut-être, j'en sais rien. Il y a peut-être des grands chefs d'entreprise, mais bon, Bardella et Le Pen, c'est pas des chefs d'entreprise, c'est une avocate, Le Pen. Bon, voilà, Bardella, c'est un jeune minot, donc à part la politique, il a fait que ça, quoi. Pourquoi tu mets Macron égale Bardella sur... Tu continues de mettre ça. Pourquoi tu continues de faire des manifestations anti-Rassemblement national? Ça ne sert à rien. Laissez les gens voter pour qui ils veulent. Moi, j'ai bien aimé la sortie médiatique j'ai oublié son nom m'échappe. Le réalisateur de La Haine. La Haine... il est connu... Kassovitch, voilà. Mathieu Kassovitch. J'ai bien aimé la sortie médiatique de Mathieu Kassovitch, c'était hier ou avant-hier. Donc il a fait une interview de 20-30 minutes. Et en gros, suite à cette interview, il y a des... Donc Mathieu Kassovitch, il a fait une sortie médiatique et il a provoqué un tollé parce qu'il a dit dans son truc, en gros, il aurait appelé à voter Rassemblement National, alors que pas du tout. Mathieu Kassovitch, après, il a refait une petite mise au point, il a dit allez tous vous faire foutre, vous me cassez les couilles... J'ai jamais appelé à voter Rassemblement National, je voterai Nouveau Front Populaire, et apprenez à écouter les interviews et arrêtez de me casser les couilles, quoi. En gros. Mais dans son interview, par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, Mathieu Kassovitch, c'est qu'il disait que le Rassemblement National avait toute sa place dans le climat politique français. Je veux dire, ok? Mathieu Kassovitch a raison de dire que le Rassemblement National, c'est un parti qui est légitime. C'est un parti qui a toute sa place. Moi, je vous le dis et je vous le redis, et n'en déplaise à certains électeurs de gauche, le Rassemblement national est là, et il sera toujours là. Il y a des partis qui existent. Sur l'échiquier politique, le Rassemblement national est légitime. Il fait 35% d'intention de vote. Qui est-ce qu'on est, nous, pour dire « Non, ne votez pas Rassemblement national ». Mais qui on est? Non. Non, les gars, non, vous arrêtez avec ça, arrêtez avec vos manifestations anti-RN, s'il vous plaît. Vraiment, il faut vraiment
que les gens comprennent que le Rassemblement national est là, le Rassemblement national est loin d'être un parti minoritaire en France, il ne l'a d'ailleurs jamais été. Le Rassemblement national fait de plus en plus de scores, ok. Et donc Mathieu Kassovitz, dans son interview, disait, bah, c'est un parti qui est... qui a le droit d'être là, quoi. Voilà. Et il a le droit d'être là, et laissons-le être là. Et puis si on veut pas qu'il gagne, eh ben on vote pour un autre parti. Par contre, pour le fait de dire, le fait de faire des manifestations anti-RN tout le temps, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc ce que j'ai bien aimé à gauche là cette semaine, bon, c'est que sur les plateaux télé, j'ai pas beaucoup entendu la gauche dire le Rassemblement national est un parti facho, est un parti raciste. J'ai trouvé qu'ils étaient assez... ils ont réussi à se calmer un peu là-dessus. Et puis ils ont mis en avant leurs idées, ils ont mis en avant leur programme. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment. Parce que, bah... c'est ce qu'il faut faire, en fait. Si la gauche veut gagner, il faut absolument qu'ils mettent en avant leur programme, leurs idées, qu'ils expliquent aux Français, bah... notre programme, ça va être ça va coûter ça, on va prendre l'argent ici. Faut qu'ils arrêtent de dire on va prendre l'argent aux plus riches, parce que ça, c'est chiant. Les plus riches, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les plus riches? Bah, tu vois, moi, je veux dire, dans ma famille, moi, j'ai des gens qui sont très pauvres, hein, qui sont au RSA, mais j'ai aussi, dans ma famille, éloignés, hein, des cousins, ou On a tous un cousin ou un oncle dans sa famille qui gagne beaucoup d'argent, parce que soit il a monté une société, ou alors soit il a investi en immobilier, et puis il gagne de l'argent, et puis point barre, laissons les gens gagner de l'argent. Moi, ça me gonfle, les partis politiques qui disent on va prendre l'argent aux plus riches. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est riche? Tu vois, je veux dire, quelqu'un qui a acheté un immeuble à 300 000 euros. Ok? C'est pas énorme, hein? Il a acheté un immeuble à 300 000 euros, il a fait une division, dans cet immeuble, il a fait 6 studios, il a permis de loger 6 familles. Alors il le fait pas avec altruisme, hein, il le fait pour gagner de l'argent, mais il a quand même logé 6 familles, hein, il a des salaires, des loyers derrière, mais voilà, il a quand même logé 6 familles, il a restauré des trucs et tout, il va gagner des sous, au bout de 5 ou 10 ans, eh ben, il va racheter un deuxième immeuble, et il va pouvoir loger peut-être 12 familles, 15 familles, 20... Ces gens-là, il y en a plein sur Terre, des gens comme ça, qui font leur business uniquement en achetant, ils sont manuels, ils sont bricoleurs. Il y a des youtubeurs qui ont fait ça, Baby Chou Family, là, si vous les connaissez, je sais plus s'ils font encore des vidéos, mais à une époque, je me rappelle que Baby Chou Family, c'était à l'époque de Mavachou et de tout ça, de toutes ces chaînes de vlogs. Quand nous, on est arrivés dans les vlogs, eux, c'était les tauliers, tu vois, Baby Chou Family et Mavachou à l'époque, voilà. Baby Chou Family, bon, ils ont gagné pas mal d'argent, mais notamment... Enfin, grâce à YouTube notamment, mais aussi grâce au fait que bah, ils ont acheté des immeubles, ils ont divisé, ils ont fait des appartements, ils ont fait les travaux dedans. Bref, ces gens-là, à un moment donné, ils sont riches quand même, hein? D'accord? Ils sont bien plus riches que moi. Mais ils ont transpiré pour gagner leur argent, tu vois? Donc de dire aux Français, l'argent, il y en a, on va le prendre aux plus riches, c'est comme on va prendre ça aux riches entreprises. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'argent aux riches entreprises. Ça veut rien dire. Parce qu'une entreprise comme LVMH ou comme L'Oréal, ils gagnent énormément d'argent, mais ils font déjà ruisseler cet argent-là à leurs salariés. Moi, j'ai jamais vu un salarié de LVMH qui se plaint. Hein. Je pense qu'à LVMH, ils ont des primes d'intéressement qui sont bien supérieures à ce que vous pouvez toucher dans votre petite entreprise. Hein, vous, si vous touchez 1000 ou 2000 euros par an de primes d'intéressement, déjà, bravo à vous, parce que moi, j'en ai pas de primes d'intéressement. De trucs aussi comme ça, là, tu vois. Hein, il y a une abonnée qui nous disait que c'est Dali, elle est là, Dali. Dali, elle a presque 14 mois de salaire avec les primes d'intéressement d'EDF, les primes de participation de ci ou de ça, les 13e mois et tout. Mais les salariés d'LVMH, de L'Oréal, de toutes ces grandes boîtes privées, là, françaises, si à un moment donné, toi, t'arrives, l'État français, tu leur dis, ben, on va vous taxer sur les bénéfices tant, on va vous taxer tant sur ci, sur ça, bah, à un moment donné, peut-être que ces entreprises-là, elles vont dire, bah ok, bah les sacs, on va aller les fabriquer en Espagne alors.
On va aller les fabriquer au Portugal, on va aller les fabriquer en Turquie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc de dire aux Français, l'argent il y en a, on va le prendre aux riches, ça ne fonctionne pas. Il faut que la gauche, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils arrêtent avec cet argument-là. De même que le Rassemblement National, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils arrêtent de dire que les immigrés, c'est le diable, et que donc on va adopter une politique zéro migration. Voilà. Donc d'un côté, je trouve que le Rassemblement National, il faut qu'ils atténuent leur discours sur l'immigration, vraiment, s'ils veulent gagner. Et la gauche, il faut vraiment qu'ils atténuent leur discours sur les riches. Hein. J'ai l'impression que quand tu écoutes la gauche, les riches, c'est le diable. Tu vois, Macron, c'est un riche, par exemple. Hein, tu vois Non Laissez les gens gagner de l'argent s'ils ont envie d'en gagner. Et puis Mélenchon, allez voir combien il a de fortune, Mélenchon. Je peux vous dire qu'il a plus d'argent, Mélenchon, que vous et moi réunis. Hein, là, c'est sûr et certain. Donc, moi, ça m'agace, ça. Ça m'agace, ces gens-là. Alors, certes, il n'y a pas de milliardaires à gauche, hein. Mais arrêtez d'avoir ces discours-là à gauche. C'est très énervant, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui en ont marre de ça. Il y a Raphaël qui dit c'est très caricatural. À gauche, c'est souvent très manichéen. Les riches sont méchants et les pauvres sont gentils. Voilà. C'est complètement débile. Parce que déjà, quand tu fais de la politique, t'es pas pauvre. Donc, du coup, t'es pas riche non plus. Du coup, t'es où? Enfin, à un moment donné... Voilà, et le Rassemblement National, il faut qu'ils stoppent avec leur histoire d'immigration zéro, ça va pas du tout. Je reviens, 1 minute 30 de pub, à tout de suite. Ok. Merci à vous. Et regardez cette pub. C'est toujours Julien, vous êtes toujours sur Twitch. 11h15, 24 juin 2024. Et on analyse ensemble ce matin la semaine politique des 3 grands blocs. Donc on a analysé le Rassemblement National tout à l'heure, on a terminé sur la gauche aussi. J'espère que j'étais assez clair dans mon analyse. C'est ce que moi j'ai ressenti. Après je fais un point aussi global sur plein de choses qui m'ont un peu titillé, hein, notamment certaines déclarations du RN et du NFP qui m'ont fait titiller. Il y a Raphaël qui dit « Moi je suis électrice républicain sans association RN. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le RN a le droit d'être là. Ou alors, comme disent certains, il faut l'interdire, mais je vois pas pourquoi tu interdirais le RN là-dessus, hein, ça c'est clair. Il faut travailler le fond des programmes, un programme vide, ça donne pas confiance, nous dit Amy. Et Célor nous dit, le RN veut diminuer l'immigration légale et illégale, mais il ne parle pas d'immigration zéro, t'as raison, si j'ai dit ça tout à l'heure, c'était une erreur. Ils veulent effectivement contrôler l'immigration légale et illégale. Mais tout est clairement expliqué dans leur programme. Hein. Je vais pas vous faire l'affront d'aller lire, les programmes de chacun. Faites-le, hein, parce que, enfin, vous tapez sur Google programme du Rassemblement National, programme du Nouveau Front Populaire. Vous aurez les principales idées, quoi, du truc. Si vous faites pas ça et que vous allez voter juste parce que votre pote il vote à gauche, donc vous aussi vous votez à gauche, ça ne fait aucun sens. Si vous allez voter pour Macron parce que vous vous dites, il y a des gens ils vont voter pour Macron parce qu'ils veulent pas voter pour les extrêmes. Donc le fait qu'il y ait la France Insoumise associée au Nouveau Front Populaire, il y a plein de gens qui disent, moi non, je veux pas de la France Insoumise, je veux pas des partis radicaux d'extrême gauche comme la France Insoumise, je ne veux pas des partis d'extrême droite, donc je vote Macron. Il y a des gens, c'est vraiment, je veux ni de lui, ni de lui, donc je vote pour Macron. En fait, de faire un vote par défaut, moi j'aime pas ça en politique, vraiment. Limite, si vous voulez faire un vote par défaut, donnez votre vote à un petit parti qui a aussi le droit d'exister et votre voix pour ce petit parti-là lui permettra d'avoir un petit peu plus de subventions, remboursements, etc. Parce que il faut quand même des petits partis, même si là, pour le coup, dans le combat des législatives, ils vont pas apporter grand-chose, hein, voilà, les partis plus confidentiels vont pas servir à grand-chose, Zemmour ou Jean Lassalle, ils vont pas impacter quoi que ce soit dans le... Mais ils ont le droit d'être là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit d'être présents,
Et vous savez comment ça marche en France, c'est une démocratie, donc on ouvre la porte à tout le monde. Et s'ils font tant de pourcents, et ben ils auront un remboursement de frais, de ci ou de ça, bon bref. Donc, moi j'aime pas les gens qui votent par défaut pour. Et j'aime pas non plus les gens qui votent contre. Je comprends pas cette façon de faire. Tu votes pour un parti. Tu dois voter pour quelqu'un qui t'a réussi à te convaincre. D'accord? Voilà. Ok? Et si Macron, là, il a pas réussi à te convaincre, eh ben tu regardes la gauche, le Rassemblement National, tu analyses les deux trucs, tu dis, bon, je me reconnais plus là-dedans ou je me reconnais plus là-dedans. C'est vraiment ta sensibilité propre. Et puis si tu te reconnais ni dans l'un ni dans l'autre, à 100%, enfin c'est impossible de se reconnaître à 100%, mais il faut dire vers où je pourrais aller pour que... voilà. Là c'est pour 2 ans, hein, ça va être pour 2 ans, le prochain gouvernement, jusqu'en 2027, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, enfin pour 2 ans et demi à peu près. Il faut vraiment voter en se disant, mais quel parti pourra apporter à la France quelque chose de différent, de nouveau? Moi c'est comme ça que je vois la politique. On a envie qu'il y ait des choses qui changent. Moi je trouve que Macron a fait plein de choses de bien, mais si là la majorité présidentielle perd, ce qui va arriver à mon avis, ils vont perdre, ils vont pas réussir à gagner, c'est impossible. Ils sortent les rames là, on va en venir aux rames là qu'ils ont sorties là. Qui est-ce que je verrai plus en tête à l'Assemblée? Plus le RN, plus le nouveau Front Populaire avec la France Insoumise. C'est comme ça moi que je vois mon vote. Et puis après, il faut voter. Déjà, il faut voter. Et au second tour, c'est des gens aussi qui disent, si au second tour, j'ai le RN face à la France Insoumise, j'irai pas voter. C'est pareil. Moi, je me dis, il faut voter. Il faut voter parce que la France, c'est ça, je veux dire, de se dire, je vais pas voter parce que je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Dans ce cas-là, tu vas voter blanc, au moins. Au moins, tu vas voter blanc, même si le vote blanc n'est pas reconnu en France. Ce sera peut-être le cas un jour, hein. Mais dans ce cas-là, tu vas voter blanc. Bon, et c'est drôle parce que la reconnaissance du vote blanc, ça avait été dans pas mal de programmes en 2022 et en 2017, quand il y avait le Rassemblement National face à Macron. Mais là, je pense qu'on aura beaucoup de second tours où on aura RN face au NFP. On en aura pas mal de ça. On aura aussi peut-être aussi pas mal de triangulaires. Et ça va être intéressant aussi. Voilà. Pour les indécis, Raphaël nous dit, il y a une application qui te pose certaines questions et qui te permet de déterminer quel candidat te correspond le mieux. Ah, c'est pas mal ça. Alors attends, je vais faire un copier-coller de ça dans Google pour voir qu'est-ce qui me sort. Les applis qui aident à savoir pour qui voter. Alors... Comment ça s'appelle? Candidator. 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 Il y a aussi Vote Tracker. Et il y a aussi... Ouais, Candidator et Vote Tracker. Voilà, c'est vrai que ça peut être pas mal. Effectivement, tu télécharges Candidator. Et donc ça, une application indispensable pour faire le choix qui vous correspond aux élections. Donc c'est un simulateur de vote. En gros, vous allez prendre 3 minutes pour vous positionner sur une palette de questions allant de absolument d'accord à absolument pas d'accord, et derrière ça, on va vous proposer le candidat qui vous correspond le mieux. Attention, l'exercice n'est pas facile, parce qu'effectivement, moi j'ai déjà fait des sondages rémunérés sur la politique, et les questions sont dures, hein. Les questions sont dures, hein. Il y a des questions dures, vraiment, c'est très cru, c'est, selon vous, est-ce qu'il y a trop de migrants en France? Non, la question, ça va être, il y a trop de migrants en France? Et là, tu votes de... absolument pas d'accord ou absolument d'accord. C'est des questions des fois qui peuvent faire mal, hein, de se les prendre comme ça en pleine face, parce que il y a des gens, je pense, qui se sont jamais posé cette question-là. Et des fois, il y a des gens qui répondent aux questions, ils disent, ah ouais, en fait, je me voyais pas comme ça politiquement. Tu vois? Des questions toutes bêtes, mais quelqu'un qui a toujours voté à gauche, etc., si tu lui poses la question en mode, est-ce que votre patron gagne trop d'argent par rapport à vous? Si tu travailles dans une petite PME, tu vois,
Et tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, peut-être l'image que tu as des patrons, en fait, tu as l'image des grands patrons, c'est le diable et tout, les grands patrons, les grandes multinationales et tout, mais en fait, tu as plein de patrons qui sont aussi très riches, hein, mais qui ne sont pas milliardaires. Il y a plein de patrons qui ont monté leur boîte, qui ont des salaires de 8 à 10 000 euros par mois. Hein. Donc ils sont riches, ils ont des salaires de médecins, de chirurgiens. Ce sont des gens riches. Les médecins sont des gens riches, d'accord. Un patron qui a monté une franchise de tacos ou autre, ou un youtubeur, ce sont des gens riches, hein, qui gagnent plus de 10 000 euros par mois sans aucun problème. Ces gens-là, quand ils entendent la gauche dire on va taxer les plus riches, ils se disent mais du coup moi je fais partie des plus riches ou pas? Parce que je veux dire moi je gagne peut-être 10 000 euros par mois mais bon j'ai 150 salariés, je fais vivre 150 familles, j'essaye de faire le maximum pour mes salariés à moi. Il y a des patrons vraiment leur entreprise c'est un peu une seconde famille et bah, quand ils donnent des primes d'intéressement ils donnent des primes d'intéressement avec le cœur, ils font les choses pour leurs salariés, ils savent que tu vois, ils essayent de former les jeunes, etc. Bon, bref. Et du coup, ils se disent, bah attends, moi, je gagne 10 000 euros par mois. Alors, ok, dans ma boîte, ceux qui ont les plus bas salaires, ils sont à 1 500 euros. Mais bon, en même temps, ils font que de faire le ménage dans les locaux du bureau. Donc, je vais pas payer 2 000 euros quelqu'un qui fait le ménage et qui nettoie nos bureaux. Tu vois, c'est la vision d'un chef d'entreprise, tu vois. Dire, ouais, moi, ok, je gagne 8 fois plus que lui, mais bon, en même temps... bah, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai fait beaucoup de crédits, je me suis cassé la gueule, j'ai cherché des investisseurs, on m'a dit non, on m'a dit oui, on m'a dit peut-être, j'ai dû licencier des gens parce que ça n'allait pas, donc j'ai peut-être fragilisé des familles, détruit des familles, mais en même temps j'ai aussi aidé plein de familles. Maintenant je gagne bien ma vie, parce que je fais beaucoup de chiffre d'affaires. Tu vois, les patrons en France, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Hein, ils gagnent 8 000, 10 000 euros, mais ces gens-là, c'est vraiment ces gens-là, faut pas oublier que ils font vivre plein de gens, et c'est grâce à des gens comme ça que la France tourne. Parce que je suis désolé, moi, vous, les petits Français, là, du bas peuple, on est les petites mains de la France, mais... si t'as pas les patrons, les petites mains, elles servent à rien. Et ça, c'est souvent ça que je reproche à la gauche, c'est que la gauche dit très souvent, c'est les ouvriers qui font tourner la France, c'est les travailleurs qui font tourner la France. Les travailleurs, il n'y en aurait pas s'il n'y aurait pas de patron. Voilà. Et là, il y en a qui vont dire, bah ouais, mais s'il n'y avait pas de travailleurs, il n'y aurait pas de patron non plus. Bah si, parce qu'un patron, s'il est bon, il trouve des travailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un travailleur, il ne pourra pas forcément réussir à monter une entreprise et il ne pourra pas forcément réussir à manager, à diriger, à faire prendre les orientations stratégiques de sa boîte comme il faut. Alors qu'un patron, si c'est un bon patron, il réussira à recruter des travailleurs. Voilà. Et s'il n'arrive pas à en recruter en France, il ira en recruter à l'étranger. Ce qui est le cas notamment des agriculteurs qui recrutent à l'étranger depuis plus de 20 ans parce que les Français sont trop feignants pour aller travailler dans les champs. C'est un peu un raccourci que je fais, mais voilà. Donc, faut vraiment pas hésiter. Salut à toi, Crevette Rebelle, comment ça va? Faut vraiment pas hésiter à télécharger donc, ces applications-là. Donc, Candidator ou Vote Tracker, voilà. Ça vous permettra de voir où vous vous situez sur l'échiquier politique. Donc, merci à toi, Raphaël, de nous avoir dit ça. Raphaël rappelle également que l'immigration zéro, c'est plutôt un programme de reconquête de Zemmour, pas vraiment du Rassemblement national. Salut à toi, Crevette Rebelle, qui nous dit bonjour, bonjour, je me permets, je confirme ce point de vue. Bah, merci à toi de confirmer mon point de vue. Je suis comptable en cabinet et au cœur des entreprises. Et c'est ce qui ressort le plus en TPE, PME, mais aussi dans les grosses boîtes en général. Voilà. Donc vraiment, je vais terminer là-dessus, mais moi j'en ai marre de cette gauche qui veut toujours tirer sur les plus riches. Faut qu'ils enlèvent ça de leur discours. Les patrons, s'il n'y en avait pas, la France, elle ne tournerait pas. Point barre. C'est comme ça. Il y en aura toujours qui vont dire « Mais non, c'est pas vrai, regarde, il y a des coopératives d'entreprises où c'est les salariés qui ont racheté leur usine et qui la gèrent tout seuls, etc. » Ouais,
Ouais, à l'échelle d'une usine, si tu veux, ouais. 100 personnes, 150 personnes, si tu veux, ouais. Tu peux créer un comité d'administration, et puis les salariés peuvent se réunir en modèle coopératif, et puis se dire, bah, qu'est-ce qu'on met tous ensemble en place pour que la coopérative aille plus loin, aille plus haut, aille plus fort, et ça c'est possible, ouais, bien sûr. Mais ça reste des exemples très localisés. Je veux dire, la France, tu peux pas te faire tourner la France comme une coopérative. Tu vois, à un moment donné, il y a des entreprises qui embauchent bien plus que 100, 150 salariés. Tu peux pas transposer le modèle coopératif de la SCOP à des entreprises comme Leclerc, EDF, L'Oréal, LVMH, Renault. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, juste une entreprise d'automobile comme Renault qui fournit je sais pas combien de milliers, de millions de voitures dans le monde, tu ne peux pas à un moment donné dire à Renault, bon ben on enlève tous les gens qui sont compétents à la direction, et puis on laisse les salariés prendre les rênes de l'entreprise Renault, quoi. Enfin là, juste à un moment donné, c'est juste pas possible. Il y a, il y a, il y a, il y a trop de points qui ne sont absolument pas maîtrisables pour monsieur et madame tout le monde. Bonjour. Bonjour, tu peux faire une petite pause juste 2 secondes? Oui. Excusez-moi, j'ai une demande, je reviens, d'accord? Ma femme a besoin de me dire un truc très privé, d'accord? Je reviens les amis, à tout de suite. Ok, merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Donc je terminerai ce live, puisqu'on arrive bientôt sur la fin, j'ai ouvert là le résumé du programme. Moi je vous conseille de taper résumé des programmes des législatives 2024. Vous avez des journalistes qui ont fait des comparatifs très, très clairs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Les journalistes aussi, c'est un métier qui nous permet d'avoir des résumés, d'avoir des analyses c'est quand même franchement vraiment pas mal fait. Et là, vous trouverez des résumés par thème, fiscalité, pouvoir d'achat, social, etc. Donc faut vraiment pas hésiter à regarder tout ça, d'accord? Vraiment, allez-y. Parce que si vous allez voter sans comprendre vraiment ce qui se passe, vous ne pourrez pas voter en votre âme et conscience. Voilà, ok? On se rend compte que, par exemple, au niveau des propositions dans leur ensemble, le nouveau Front Populaire, c'est eux qui ont le plus de propositions. Vraiment, quand tu regardes les propositions du nouveau Front Populaire, j'ai l'impression qu'il y en a 10 fois plus sur tous les thèmes que le Rassemblement National ou les Républicains ou la majorité présidentielle. C'est vraiment le bloc nouveau Front Populaire, il y a toujours beaucoup plus de propositions. Et donc, est-ce que ça sert forcément d'avoir autant de propositions? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la course à je veux en proposer beaucoup plus pour n'oublier personne. Et à l'inverse, le Rassemblement National, des fois, je trouve que sur certains sujets, ils sont très légers. Et là, tu as envie de dire, bon, bah... Du coup, ils sont pas trop concernés par ça, en fait, le Rassemblement National, bon, voilà. Et puis le nouveau Front Populaire, eux, c'est vraiment, j'en mets beaucoup, 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 quoi. Donc, par exemple, pour la fiscalité, le Rassemblement National, il y a une grande mesure fiscale qu'ils veulent mettre en place, c'est ils veulent remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. Voilà. Donc c'est tout simplement de rétablir l'ISF. Le Rassemblement National, eux, ils veulent rétablir l'ISF. Et le nouveau Front Populaire, eux, ils veulent rétablir l'ISF, supprimer la flat tax, rétablir l'exit tax, donc ceux qui sont partis de la France payent là, réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif, supprimer les niches fiscales, ils veulent mettre en place 14 tranches d'imposition, ils veulent que la CSG soit également progressive, ils veulent taxer les super profits des industriels et des grosses entreprises agro-industrielles, et également taxer les super profits de la grande distribution. Ils veulent taxer les super profits au niveau européen sur l'ensemble des grandes entreprises. Voilà. Donc tu vois déjà que là, le nouveau Front Populaire au niveau fiscalité, je vous ai dit 10 trucs. Le Rassemblement National, eux, ils ont juste, dans leur programme, rétablir l'impôt de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Voilà. Sur tous les points, le nouveau Front Populaire, ils ont au moins 10 fois plus de propositions que tous les autres partis. Donc, est-ce que c'est bien? Oui et non.
Voilà, parce que quand tu mets trop de propositions, à un moment donné, tu te dis, mais... est-ce que c'est tenable tout ça? Bon bref. Alors, la majorité présidentielle dans cette histoire, moi je trouve, et je vais faire ça juste en 5 minutes, que là ça fait une semaine qu'ils sortent les rames. Parce qu'ils ont face à eux 2 blocs. Et donc, ils communiquent en disant, il n'y a pas que 2 blocs, il y a un 3e bloc, c'est nous, c'est le président de la République, c'est la majorité, on est là, on vous gouverne depuis 7 ans, on a fait plein de choses de bien pour la France, donc arrêtez de dire qu'il y a la gauche face au Rassemblement National, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai, voilà, alors ils sont là, ils sortent les rames, il y a Emmanuel Macron qui au début commence, il parlait un peu, et puis très vite on lui a dit à Macron, tais-toi, arrête de parler, il y a Attal qui a pris les devants, il se met en avant Attal carrément en disant, je serai votre Premier ministre, laissez-moi premier. Voilà, Attal prend un peu le dessus. Macron se met vraiment beaucoup en retrait. Il y a des députés de la majorité qui ne veulent même pas sur leur affiche qu'il y ait écrit Ensemble ou Renaissance. Il y a une députée dans ma circonscription, elle a mis son affiche et sur son tract il y a écrit votre député depuis 2017. Il y a son nom et il n'y a même pas écrit votre député de la majorité depuis 2017, il y a écrit votre député depuis 2017. Il n'y a pas le logo Renaissance, il n'y a pas le logo Ensemble, machin. Il n'y a pas écrit non plus dessus majorité présidentielle. Il n'y a pas Macron sur l'affiche, sur les tracts non plus. Il n'y a pas Gabriel Attal non plus. À aucun moment sur son affiche et sur ses tracts, tu vois qu'elle est apparentée à la majorité présidentielle. Alors que, en 2022, il y avait Macron sur son affiche. Voilà. Et il y a plein de députés de la majorité, et ben ils sont là, ils sortent les rames, ils sortent ce que tu veux, ils veulent plus être associés à la majorité présidentielle, ils disent les concitoyens sur le terrain me connaissent, je suis député depuis 2022, ou alors je suis député depuis 2017, ils me connaissent, je n'ai plus besoin de m'associer à l'image d'Emmanuel Macron ou à l'image de Gabriel Attal, mes concitoyens me connaissent, donc je me présente en mon nom propre. Je n'ai même plus besoin de mettre les logos Mais bon, quand même, tu sens quand même qu'ils le disent avec confiance et tout, mais ils ont peur. Ils ont vraiment peur, et les sondages, je vous le redis, c'est 21% d'intention de vote pour la majorité présidentielle. C'est pas la folie non plus. Donc moi, mon analyse de cette semaine-là à venir, je pense que la gauche, s'ils continuent de faire les choses où ils communiquent sur leur programme, où ils laissent un petit peu le RN tranquille, ils peuvent gagner un peu de points. La majorité, je pense que c'est compliqué là, franchement c'est compliqué. Parce que les électeurs de droite qui ont voté Macron, peut-être qu'ils vont se rallier à l'alliance Rassemblement National Ciotti, ou alors il y a des électeurs de droite qui vont voter pour les Républicains, parce que ils ont envie que les Républicains retrouvent un peu du poil de la bête, parce qu'il y a des électeurs de droite qui avaient voté Macron, pendant longtemps, ils ont voté Macron longtemps, parce que la droite c'était pas super, franchement, en 2017 ils n'auront pas fait grand chose, en 2022 Pécresse elle a rien fait, la pauvre, elle était là, elle pleurait parce qu'elle avait plus d'argent, bref, donc là honnêtement Macron il perd des voix, et ces voix elles vont où? Elles vont aux Républicains et à l'alliance Rassemblement National Ciotti, Républicain Ciotti, et puis à gauche ça monte, mais je suis pas sûr que ça monte suffisamment vite pour qu'il rattrape le Rassemblement National. Donc on risque d'avoir une Assemblée Nationale, à mon avis, où le RN sera en tête, mais pas forcément largement en tête, mais ils seront quand même en tête. Et ils pourront du coup faire passer des choses, potentiellement, qui n'étaient peut-être pas passées avant, même si encore, n'oublions pas que si le RN est en tête, et qu'ils arrivent à avoir les 280 députés là qu'il faut pour avoir la majorité, ou 290, je sais plus, même s'ils arrivent à avoir cette majorité-là, n'oublions pas qu'il y aura quand même une opposition forte, parce que les députés Macron, ils seront opposés au gouvernement Rassemblement National, les députés de gauche seront bien évidemment opposés aussi, donc on aura une espèce d'alliance ensuite qui se fera peut-être entre la gauche et certains macronistes. Peut-être qu'il y a certains macronistes qui vont dire, allez, je vais me rallier au Parti Socialiste, parce que n'oublions pas que chez Macron, il y a des gens de gauche qui sont allés chez Macron, il y a des gens de droite qui sont allés chez Macron. Peut-être que là, cette explosion fera que
bah, le camp Macron, cette espèce de camp du centre là, que tu sais pas trop, c'est une espèce de fourre-tout, avec le MoDem, l'UDI, le ci, le ça, c'est... Peut-être que ça va un peu exploser dans tous les sens, c'est un espèce de centre bizarre. Pour moi la majorité présidentielle, c'est un espèce de centre droit, quand même, faut dire ce qui est. Centre droit, voire centre très droit, quand même. Mais il y a des gens de gauche au sein de la Macronie. Faut pas l'oublier. Peut-être que ces gens de gauche-là retourneront à gauche. Après, on sait pas trop comment ça va aller. Voilà, moi, comment un peu je projette le truc. Et si la gauche veut faire quelque chose là cette semaine-là, voilà. Les cartes sont entre leurs mains. Je trouve que cette semaine à gauche était mieux que la précédente semaine, où la précédente semaine c'était du grand n'importe quoi. C'était une gauche qui franchement qui servait à rien, je trouvais. Ils étaient en mode on est tous unis alors qu'ils étaient tous divisés. Là, ils arrivent à montrer un peu plus d'unité. Il y en a qui disent que c'est une unité de façade. Bon, voilà. Le RN, bon, ils se font discrets. On verra la semaine prochaine. Enfin, on verra surtout dimanche. Allez voter, Allez voter. À la base, Macron est ministre d'Hollande de gauche. Oui, c'est vrai. On a oublié que Macron était ministre de François Hollande. T'as raison. La gauche est grillée à cause de Mélenchon, nous dit Craduc. Salut Craduc. Effectivement, voilà, je l'ai dit en début de live, la gauche... La France insoumise fait beaucoup de mal à la gauche. Et je terminerai en 5 minutes en vous disant que j'ai regardé une émission, moi, mardi soir, c'était sur BFM, ça s'appelait le Forum BFM. Et il y avait Fabien Roussel qui était là, il y avait un gars du Rassemblement National et Aurore Berger de la Macronie qui était là. Et face à eux, il y avait 20 ou 30 Français. Et il y avait un Français. C'était intéressant parce que tu avais nom, prénom, profession, âge, et il y avait les intentions de vote de chaque Français qui était sur le plateau. Il y avait un Français, lui, son intention de vote, c'était Parti Socialiste. C'était Parti Socialiste, mais ne votera pas pour la France Insoumise. Et donc, il a dit, ce candidat de gauche, cet électeur de gauche, pardon, il a interrogé Fabien Roussel, et il a dit, Monsieur Roussel, moi je vous adore, mais pour moi, ce sont ses mots à lui, donc je cite... pour moi, la France insoumise, c'est le cancer de la gauche. C'est les mots qu'un électeur de gauche a dit. C'était un infirmier, dans mes souvenirs, c'était un infirmier, le gars. Il a quand même qualifié la France insoumise du cancer de la gauche. Et quand on les a interrogés sur l'antisémitisme, à un moment donné, il y avait dans l'assistance, il y avait 2 électrices France insoumise. Assumées. C'était écrit « électrice France insoumise », va voter pour le nouveau Front Populaire. Et elle disait, mais il n'y a pas d'antisémitisme à la France Insoumise. La France Insoumise n'a jamais été un parti violent. La France Insoumise n'a jamais été un parti antisémite. Et elles étaient, mais, accrochées. Alors, et c'est drôle, parce que si tu vous re-regardez l'émission, c'est l'émission de mardi soir dernier, c'était les 2 intervenantes les plus agressives de l'Assemblée. Mais c'était les plus agressives. Ces 2-là, et aussi... une électrice du Rassemblement National qui était là. Alors elle était aussi agressive à fond et elle était raciste. Mais c'était vraiment la raciste de base. Et donc c'était intéressant de voir que là tu avais vraiment les 2 gros extrêmes face à face. Mais sauf qu'il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça. Et à la France Insoumise, il y a des électeurs qui sont beaucoup plus modérés, qui n'aiment pas qu'on aille sur ce terrain-là du conflit israélo-palestinien. Ils s'en foutent de ça. Ils sont électeurs France Insoumise parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ont toujours été un peu gauche, extrême gauche, et puis ils vont pas dans ces histoires de conflits israélo-palestiniens. Et puis au RN, c'est pareil. Il y a des électeurs RN qui sont racistes, mais au Rassemblement National, il y a des gros racistes dans les électeurs du Rassemblement National. Mais ça ne veut pas dire que voter Rassemblement National fait de toi un raciste. La réciproque n'est pas vraie. Et ça aussi, c'est un truc qui... Et de même que voter France Insoumise ne fait pas de toi un antisémite. Non, voilà. Donc il y a des gros racistes au Rassemblement National. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui votent RN sont racistes. Mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et c'était intéressant de voir ce combat-là. Et les journalistes, ils ont réussi à modérer tout ça. Et puis à côté de ça, tu avais les électeurs... t'avais un électeur du Rassemblement National, par exemple, qui a appelé le Rassemblement National à mettre justement un peu plus la pédale douce sur l'immigration. Si le Rassemblement National veut réussir et veut faire quelque chose
il faut qu'ils ralentissent un peu sur leur politique migratoire parce que il trouve que lui, en tant qu'électeur RN, il trouve que la politique migratoire du RN, justement, va un peu trop loin. Il faudrait atténuer les choses parce qu'on avait sur le plateau l'exemple d'un migrant qui était arrivé en France de façon illégale. Ça faisait 7 ans qu'il était en France. Et depuis son arrivée en France, eh ben, il a travaillé dans l'électricité, dans le bâtiment. Il a passé son diplôme en électricité et maintenant il est à la fac et il fait des études de droit. Et donc ce migrant qui venait du Soudan, il interrogeait donc le gars du Rassemblement National. Il disait, moi, regardez, je suis l'exemple même, j'ai réussi à apprendre le français, ça fait 7 ans que je parle français, voilà, que j'ai travaillé, que je continue de travailler, et que maintenant je suis inscrit en fac de droit, je peux m'intégrer, je peux aimer la France, j'aime la France, et donc le candidat du Rassemblement National, il a été un peu gêné quand il a été un peu investigué là-dessus, là, comme ça, et justement, l'électeur qui était en face, l'électeur du RN, justement, c'est là qu'après il a dit, sur la politique migratoire, il faut aussi, quand on est au Rassemblement National, qu'on arrive à prendre conscience que l'immigration est quelque chose qui... comment il a dit ça voilà, il a dit, on ne peut pas faire sans l'immigration. Il y a des métiers qui ont besoin de l'immigration. Moi, je suis électeur Rassemblement National, et donc il appelait quand même à ce qu'il y ait un peu plus qui mettent un peu d'eau dans leur vin, c'est ces termes. J'ai dit, j'aimerais que le Rassemblement National mette de l'eau dans le vin au niveau de l'immigration, parce que là, on a l'exemple même de monsieur qui est arrivé de façon illégale en France, mais il a réussi à s'intégrer. Donc, il faut trouver des compromis sur l'immigration. Il faut pas être trop radical. Et ça, c'était intéressant de voir que c'était un électeur du RN qui dise ça. Et puis, également, de voir les électeurs de gauche dire, honnêtement, la gauche, si vous voulez gagner, il faut réussir à se dissocier de la France Insoumise, à se dissocier de Mélenchon. Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont peur de ça, vraiment. Qui ont peur que, je vous le redis, le gars, il a quand même dit que la France Insoumise, c'était le cancer de la gauche. Et ça fait mal au cœur quand t'es électeur de gauche, que t'entends ça. Tu te dis, bah ouais, tu vois, c'est où tu vas, quoi. Où est-ce que la gauche va aller? Donc, moi, j'attends de voir cette semaine. Et n'oubliez pas d'aller voter, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Tapez dès ce soir, dès demain, dès là, dans 5 minutes, vous tapez dans votre moteur de recherche résumé des programmes législatifs 2024. Vous aurez des résumés parfaits. Là, je suis sur tous les sites internet. Tous les journaux ont fait ça. C'est vraiment super bien fait. Donc, allez voir ça. Vraiment, allez les lire. Et faites les tests, les simulateurs comme Candidator ou autre pour voir où vous vous situez politiquement parlant et allez voter. D'accord? C'est très très important. Moi j'attends de voir aussi le nombre de triangulaires qu'il va avoir. Apparemment il va y avoir beaucoup de triangulaires. Donc qu'est-ce qui va se passer en termes de triangulaires? Si tu as RN, NFP et Macron qui vont se battre dans certaines circonscriptions, un triangle comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir du 33, 33, 33? C'est quelque chose quand même qui va être très intéressant à voir. Les gens ne pourront pas s'abstenir du coup en cas de triangulaire. Ils vont forcément se dire, bon allez, bah voilà, là je vote Macron. Je voulais pas voter les deux autres, mais là je peux voter Macron encore une fois. Donc ça va être très intéressant. Combien de triangulaires va y avoir? Combien de sièges va réussir à sauver Macron à l'Assemblée? Affaire à suivre. Ok? Prenez soin de vous, c'était super. Hein. Merci à toi Raphaël, c'était super. Bonne semaine politique. Moi je vous donne rendez-vous demain matin pour un live argent, d'accord? Si je suis là, parce que là on a des travaux à la maison et ça... Je sais pas, peut-être que demain matin, je pourrais pas être là. Affaire à suivre. N'oubliez pas de voter chaque vote compte, nous dit Raphaël, effectivement. Même pour un petit parti, effectivement. Voilà, allez voter. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'allais dire prenez soin de votre argent. Non, ça, c'est le mardi que je dis ça. C'était Julien. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Ciao, ciao, les amis. Petite pub avant la fin. Merci à vous d'avoir regardé ça sur YouTube. Petit pouce et commentaire. Je vous rappelle que tout le monde a le droit de s'exprimer. D'accord? Ok? Et tout le monde a le droit d'exister en politique. Voilà, là c'est juste le petit message pour certains abonnés qui continuent de considérer que le Rassemblement National est un parti qui ne devrait pas exister et qui est un parti dangereux et qui est un parti fasciste et qui même m'accuse moi d'appeler... J'ai une abonnée quand même qui a dit ça se voit que tu votes RN. Hein. Elle m'a presque accusé de ça. Hein, voilà, donc... Elle n'a pas dit comme ça, mais voilà, moi je n'ai jamais dit que je votais RN, et je n'ai jamais dit que je votais à droite, et je n'ai jamais dit que je votais à gauche. Moi je dis juste que le meilleur gagne. Voilà.
Et le fait de dire que le meilleur gagne, ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce qui est dit par le Rassemblement National, ni que je cautionne tout ce qui est dit par la France Insoumise. Non, juste, chacun dit ce qu'il veut, et ensuite chaque Français est assez grand pour voter en son âme et conscience. Donc arrêtez d'être contre quelqu'un, et arrêtez de dire que quelqu'un qui félicite le Rassemblement National vote. Non, en fait, j'ai le droit de dire bravo à tout le monde, d'accord, ok. Et puis j'ai le droit de voter qui je veux aussi, hein, d'accord, ok. Laissez-moi tranquille sur mon vote. Là, c'est le petit message pour une abonnée qui s'appelle Chloé, vous pouvez aller la voir sur YouTube, où elle m'a un peu clashé, parce que Chloé, elle a peur du Rassemblement National, apparemment, c'est vraiment très très peur, et elle m'accuse voilà, parce que j'ai dit bravo au Rassemblement National d'avoir, de faire autant, j'appelle à voter RN et je vote RN. Non, moi j'ai dit bravo à tout le monde, même Zemmour, bravo à Zemmour, d'accord. Voilà. Jean Lassalle, il a presque fait 5% aux européennes. Tant pis, dommage pour lui, s'il avait fait 5%, il aurait eu de l'argent en plus. Il n'a pas réussi à faire les 5, voilà. Moi, je dis bravo à tout le monde. Bravo au Parti Animaliste. Ils ont le droit d'exister, le Parti Animaliste, ok? Ils ont le droit d'exister. Il faut qu'ils existent. Les Verts, ils sont là. Ils sont là. Tout le monde a le droit d'être là. Donc, laissez les gens voter pour qui ils veulent. Arrêtez de prendre les gens pour des enfants. Ok, arrêtez de vous placer au-dessus de tout le monde en disant « Voter RN, c'est pas bien ». S'il y a des gens qui votent RN, ils votent RN. Laissez-les tranquilles. D'accord? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un vote qui est meilleur qu'un autre. C'est chacun vote ce qu'il veut. Et personne ne doit dire à son voisin « Quoi? Tu votes pour la gauche? Ah, t'es un sale islamo-gauchiste !» Non, tu dis pas ça. Tu laisses quelqu'un, s'il veut voter à gauche, il vote à gauche. Laisse-le tranquille. Et de même que, faut arrêter la gauche, faut qu'ils arrêtent de dire « Quoi? Tu votes RN, t'es un gros raciste !» Non, tu laisses le gars voter RN s'il veut voter RN. Si tu sais que dans ta famille, il y a des gens qui sont plus à droite que toi et que toi, t'es très à gauche, ben vous parlez pas de politique. Point barre. Mais laissez les gens tranquilles, on n'est pas des enfants, et on a le droit de voter ce qu'on veut. Ça, c'est très très important. Vraiment, hein. C'est très très important. Il faut respecter tout le monde. Marion Maréchal, elle a fait 5% aux européennes. La France Insoumise, ils ont fait 9%. 4% de plus que Marion Maréchal. Marion Maréchal, c'est le parti d'Éric Zemmour. Hein. Donc à un moment donné, juste, sur l'échiquier politique, ils étaient quand même très 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 éloignés. Par contre, au niveau des votes, ils ont le droit de faire 5% aux européennes. Laissez-les. Voilà. Ok? Ouais, prenez soin de vous. C'était un plaisir d'analyser cette semaine politique. Lisez les programmes, allez voter. Rendez-vous lundi prochain pour l'entre-deux tours. Où là, à mon avis, va se passer beaucoup beaucoup de choses. Ciao ciao les amis, merci beaucoup. Et à très vite, c'était un plaisir. C'était Julien. À demain matin, 10h. Ciao, ciao.